Bonsoir, merci beaucoup d'être brave et courageux pour cette dernière table ronde. Donc moi je suis Pascal Richer, je suis au service ID de l'Obs et je vais la modérer. Donc, le thème de ces journées, c'est bifurcation, et je me suis rendu compte que les tables rondes, les séances plénières d'aujourd'hui et de demain sont consacrées à l'État. Donc je pense que l'État est quelque chose qui revient, est une idée qui revient en force, effectivement. Et est-ce qu'il y a une bifurcation? On va en parler avec nos intervenants. On se rend compte que le capitalisme n'a pas réussi à résoudre les grandes crises que nous vivons, hein, que ce soit évidemment le réchauffement climatique, mais aussi les pandémies, même la désindustrialisation et les problèmes sociaux qui vont avec. Et donc il y a un retour d'une aspiration à ce que l'État joue un plus grand rôle dans l'économie. Évidemment, ces crises sont des crises qui sont porteuses d'énormes incertitudes, ce qui n'est pas forcément le cas de chocs sur la demande ou chocs sur l'offre, qui eux peuvent être soumis à des calculs de probabilité et des règles théoriques. Là, on est dans un monde d'incertitude auquel le marché ne peut pas évidemment répondre toujours avec efficacité. Alors, bon, nous sommes 1, 2, 3, 4, 5, 6, on devait être 7. Patrick Artus, qui a préparé cette table ronde, qui est économiste chez Natixis, n'a pas pu venir pour une raison de santé, donc évidemment toutes nos pensées vont à lui. Alors, j'ai parlé avec lui au téléphone avant cette table ronde, et il m'a un peu dit ce qu'il comptait dire. Je vais essayer de le résumer. Donc lui, il part du constat que, avec le vieillissement de la population, il y a de plus en plus de gens qui disent, bon, comme la population vieillit et a une aversion au risque, il faut donner à l'État le soin de couvrir les risques. Effectivement, l'État, il se pose en garant de l'épargne, il se pose en garant des crédits, on l'a vu avec les PGE, il se pose en garant des banques, parfois il garantit des émissions obligataires pour d'autres. Il couvre les catastrophes naturelles, il couvre les risques climatiques, il couvre aussi les risques de cybersécurité. Et Patrick Artus se demande jusqu'où est-ce que ça peut aller. Et c'est le thème de cette conférence, jusqu'où. Lui, il pense qu'il ne faut pas que ça aille trop loin, parce que ça pose plusieurs problèmes. L'un des problèmes, c'est que si effectivement l'État prend tous les risques, eh bien, se pose une question d'aléa moral, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont surinvestir dans des activités risquées, ce qui va perturber l'allocation des ressources. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, il dit que de toute façon, ça revient au même, puisque l'État, si jamais il fait des pertes, après, il reporte ses pertes sur les impôts. Donc au final, même s'il prend sur lui ces risques, eh bien, c'est quand même le contribuable, donc les citoyens, qui finiront par subir ces pertes. Donc voilà un petit peu l'idée qu'il voulait développer. J'espère qu'on pourra en débattre avec vous. Donc nous avons autour de moi Pierre-Cyril Aucoeur, qui est économiste et historien. Vous êtes à l'école d'économie de Paris. Non, à l'EHESS, pardon. Vous êtes directeur d'études, mais vous êtes aussi à l'école d'économie de Paris. Ouais. Voilà. Ensuite, nous avons Xavier Rago, qui est président de l'OFCE, qui est aussi directeur de recherche au CNRS. Gaspard Koenig, qui est barbare. Ça vous va? Gaspard Koenig est philosophe, écrivain, vous le connaissez sans doute, et il porte le libéralisme depuis des années en étendard. Sophie Sidos, de l'autre côté, est présidente du MEDEF Isère, donc elle sera la voix des entreprises, et Agnès Benassi-Kéré, juste à ma gauche, elle est chef économiste de la Direction générale du Trésor. Alors pour planter le débat, moi je propose que Pierre-Cyril, vous nous disiez un petit peu ce débat-là sur la taille de l'État, le bon périmètre de l'État, il a eu lieu par le passé, et l'État
le périmètre d'intervention économique de l'État a varié par le passé. Est-ce que vous pouvez nous brosser rapidement voilà, les allers-retours de l'État dans l'économie? Alors je vais pas vous, rassurez-vous, je ne vais pas vous brosser un tableau des variations des rôles de l'État depuis dans les derniers millénaires, mais je voudrais juste souligner effectivement que le périmètre de l'État a changé énormément et que ce périmètre il varie en particulier en fonction de quelles sont les alternatives. Parce que poser la question de l'État jusqu'où, on peut la poser de manière normative, comme ça a été fait implicitement d'emblée, mais il y a aussi une question très positive, si on laisse faire, jusqu'où va l'État? Voilà. Et en pratique, l'État fournit, c'est une organisation extrêmement compliquée qui, en fait, dont on n'est même pas sûr qu'elle existe réellement à part sur la signature de la dette publique, parce qu'elle prend une multiplicité de formes en fonction des actions qui est extrêmement grande. Et en fait, il y a un très grand nombre d'actions qu'on appelle de l'État, qui sont réalisées en pratique par des entreprises privées, qui sont réalisées sous forme de délégation de services publics, les formes d'action de l'État sont aussi variées que ces actions pratiquement. Et donc en fait, une des choses qui est frappante quand on regarde l'histoire, c'est que à certains moments, des choses qui nous semblent aujourd'hui relever absolument naturellement du cœur de l'État ont été réalisées par d'autres types d'acteurs. Elles l'ont été pour le meilleur ou pour le pire. Dire que dans un grand nombre de cas, c'est seulement qu'il y avait d'autres acteurs qui étaient plus puissants et qui avaient la capacité de réaliser des choses, de prendre des places auxquelles l'État s'est substitué ensuite parce qu'ils avaient échoué ou parce que lui-même a réussi à gagner en puissance. Et les économistes, on a une grande tendance à penser l'État va rendre des services plus ou moins efficacement, etc. Mais la première chose que recherche l'État est la même chose. La première chose que recherche la plus grande partie des grandes organisations privées, c'est d'abord la puissance. Et la puissance, elle se fait très largement au détriment de ceux auxquels on rend des services. Et la puissance est un concept que les économistes ne manient pas bien et ne savent pas très bien comment manier. Ils parlent de monopole, ils parlent de choses comme ça. Mais en réalité, c'est quelque chose à quoi nous sommes tous confrontés quotidiennement. Alors si on prend un exemple, parce que ce que je raconte est très flou et très général, le moment où l'État apparaît comme étant le plus puissant, peut-être dans l'histoire, c'est ce qu'on appelle la période du mercantilisme. Le mercantilisme, au XVIIIe siècle, l'État prend le contrôle de l'économie, nous dit-on, et cherche à imposer à l'économie la satisfaction d'abord de la puissance de l'État. Alors on se dit, voilà, c'est là le moment où l'État a été tout puissant. Mais si on analyse un petit peu plus précisément, comment est-ce que ça se traduisait? Ça se traduisait notamment parce qu'on faisait, dans les images d'Épinal qu'on a de ça, c'est Colbert, on fabrique des biens dans des manufactures, on exporte, on restreint les importations de manière à avoir un excédent commercial et ça va permettre d'accumuler de la richesse au service de l'État pour augmenter sa puissance. Et on fait des guerres ensuite qui nous permettent d'encore augmenter cette puissance. La réalité du mercantilisme, c'est que c'est une pratique qui a été co-organisée par une partie des acteurs privés du grand commerce qui ont construit des grandes compagnies, les compagnies des Indes, qui sont devenues des espèces d'États dans l'État. Alors dans certains pays, elles ont pris le contrôle de l'État, c'est-à-dire les Provinces-Unies, les Pays-Bas actuels, étaient en réalité dirigées par les dirigeants de la Compagnie des Indes néerlandaises, qui s'était construit un empire en Indonésie et qui contrôlait tout, y compris l'État des Pays-Bas. L'Angleterre a été à moitié contrôlée pendant longtemps par sa propre Compagnie des Indes, qui avait construit un empire aux Indes qui a duré jusqu'au milieu du XIXe siècle. Et la France a vu avec John Law la tentative de construire une espèce de fusion entre les intérêts privés, la Compagnie du Mississippi et la Compagnie des Indes, qui ont réussi à se fusionner avec la ferme générale, c'est-à-dire la collecte des principaux impôts en France, pour construire une espèce de toute-puissance privée-publique. Et tous ces gens-là, les services des citoyens, ce n'était pas vraiment leur problème. Donc c'était une logique de puissance.
Et à certains moments, cette logique de puissance est incarnée par les entreprises. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des entreprises qui ont des logiques de puissance. On a les GAFAM en matière d'information. On a des entreprises qui aujourd'hui sont capables d'intervenir dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine parce qu'elles contrôlent des satellites. On a, on a des entreprises qui nous fabriquent des crypto-monnaies dont on voit récemment les résultats. Donc on voit bien que l'État est poussé quelquefois, mais dans des logiques de puissance vis-à-vis de grandes entreprises. Et qu'est-ce qu'on a eu comme réponse par rapport à ça? Il y a eu comme réponse d'essayer effectivement de convaincre les citoyens, parce qu'à la fin, la légitimité des États, elle est quand même grandement facilitée quand les citoyens sont un petit peu contents de ce qu'ils font. Les États ont essayé de convaincre les citoyens de leur donner une légitimité plus grande qu'à des entreprises privées, parce qu'eux allaient leur fournir des vrais services. Alors, ça commence il y a très longtemps, parce que les premiers services, c'est de fournir la paix et d'empêcher les seigneurs de ravager les champs des paysans. Donc, bon. Depuis, nos champs ont un petit peu changé de forme, mais c'est quand même un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on veut éviter d'avoir des gens qui viennent saccager toute notre activité, et c'est d'autant plus nécessaire qu'on est de plus en plus spécialisé, donc de plus en plus dépendant des autres. Et donc on a cherché, les États cherchent à montrer qu'eux fournissent la paix, une monnaie de bonne qualité, des tribunaux de bonne qualité. Aujourd'hui aussi, on a des propositions de faire des tribunaux arbitraux qui sont très sympathiques, etc. Mais on sait qui en a besoin et qui s'en sert. Donc tous ces services publics fondamentaux ont été apportés progressivement, ça a mis des siècles, avec une immense difficulté qui était que les gens n'avaient pas confiance dans l'État, parce que la première activité de l'État, c'était quand même de faire la guerre, et donc de prélever des ressources pour faire des guerres, pour devenir plus puissant. Donc la logique de puissance, elle a duré très 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 longtemps, elle a duré, et elle dure encore, à certains égards. Ce qui veut dire que les citoyens, face à ça, ils avaient leur objectif, c'était d'avoir des services, mais pas de rentrer dans une domination complète, sous la domination complète de l'État. Pas plus que d'autres entités dont ils auraient pu se méfier. Et la France est un pays un peu exceptionnel parce que l'État a pris une espèce de place exceptionnelle en termes de légitimité, au sens où il n'y a pas beaucoup d'autres fournisseurs publics de services publics, alors que dans d'autres pays, il y a des collectivités locales puissantes, il y a des institutions qui fournissent des services non-profit sans chercher de profit et qui ont aussi une certaine forme de légitimité. En France, c'est très concentré sur l'État qui a accumulé effectivement la fourniture d'un grand nombre de services en obtenant une certaine légitimité pour ça. Et ce qu'on appelle les services publics, c'est un terme très français, c'est extrêmement difficile à traduire d'autres langues, c'est pas complètement par hasard. Le deuxième cas, on va dire, de conflit public-privé aigu, c'est au début du XXe siècle. On voit émerger des entreprises de plus en plus grandes. Il y a des raisons techniques, d'économie d'échelle qui font qu'on a des entreprises de plus en plus importantes. Et à côté, on a des États qui ont une capacité administrative, organisationnelle de plus en plus forte aussi. Ça se traduit par exemple par le fait qu'on est capable de collecter des quantités d'informations incroyables sur les gens et de les traiter de manière à leur faire payer des impôts progressifs, qui est une chose très très compliquée à faire en fait administrativement. Même si aujourd'hui on est habitué et que quand on s'aperçoit que tout est prélevé automatiquement sur notre compte sans qu'on ait rien fait, on est un petit peu stupéfait. Bon, l'admiration pour le Trésor, mais c'est pas exactement le Trésor, c'est plutôt la Direction Générale des Impôts, mais bon. Et donc, il y a un autre moment, donc à ce moment-là, au début du XXe siècle, on a d'immenses entreprises qui apparaissent, pas énormément en France, mais un peu, et puis on a un renforcement de la capacité administrative de l'État. Et il y a une espèce de conflit entre les deux, et il y a une espèce d'accord, en fait, initialement. Et ce qu'on va appeler, paradoxalement, lors de la Première Guerre mondiale et dans les années qui suivent, on ne va pas encore l'appeler planification, mais on commence à parler de plan, etc. En fait, c'est une logique qui est considérée par les uns et par les autres comme une alliance pour l'efficacité. Les entreprises disent il faut être organisé à très très grande échelle pour être efficace. L'État dit mais oui, mais moi si c'est à très très grande échelle, c'est moi qui pilote. Et en fait, ils se mettent d'accord dans le contexte de la guerre où il faut mobiliser des ressources incroyables. Ils se mettent d'accord pour organiser ensemble l'allocation des ressources et finalement le fait de gagner la guerre a quand même pas mal d'effets.
Mais évidemment, après, cette idée de planification, elle est tirée de deux côtés. D'un côté, les entreprises disent « Oula, mais finalement, l'État, on n'en a plus besoin ». Et puis, de l'autre côté, il y a l'État qui dit « Ah, mais regardez, en Union soviétique, on fait de la planification complètement centralisée, c'est nous qui faisons et c'est beaucoup mieux ». Et donc là, il va falloir trouver une solution de partage des pouvoirs. Et cette solution, elle est inventée par Keynes, et c'est pour ça que c'est un économiste extrêmement connu. Parce que sa solution, c'est une idée politique. C'est-à-dire qu'il va dire, voilà, les entreprises s'occupent de manière complètement privée de la production, et l'État fait ce qu'on appelle une politique macroéconomique, c'est-à-dire en surplomb de ça, j'agis uniquement au niveau global pour veiller à ce que l'économie soit stable. Et ce partage des rôles, il a fonctionné pendant assez longtemps. On faisait comme si la gestion macroéconomique n'avait pas beaucoup d'effets directs sur le fonctionnement des entreprises, sur l'allocation des ressources, sur les revenus, etc., autrement que, disons, d'éviter des crises, ce qui était évidemment faux, mais tout le monde a fait comme si c'était le cas, parce que c'était une sorte de partage de Yalta entre les économies et entre les entreprises et l'État. Et ce Yalta a été remis en cause, à la fois parce que désormais on sait de plus en plus qui bénéficie des politiques macroéconomiques, et donc, évidemment, les perdants protestent. Et puis, de l'autre côté, ça a été remis en cause parce qu'on a accusé l'État d'être inefficace dans la fourniture de ces services publics qui n'étaient pas liés directement à ce partage-là. Mais donc, on a eu une remise en cause assez générale. Aujourd'hui, on s'aperçoit effectivement que certains types de services, et notamment de stabilité politique et sociale, on ne sait pas les produire autrement que par l'État. Et on se retourne à nouveau vers lui. Je m'arrête là pour ne pas abuser trop de mon temps de parole. Merci. Alors, sur les 30 dernières années, même 30-40 dernières années, la doxa, c'était de dire que l'État devait corriger les défaillances du marché et rien d'autre, en fait, et répartir un petit peu aussi. Et puis, aujourd'hui, on se rend compte que ça ne suffit pas. Qu'il faut qu'il fasse d'autres choses. En tout cas, c'est l'objet de ce débat. Xavier Rago, qu'est-ce que devrait faire l'État face aux crises actuelles? Plein de choses. Mais il fait déjà beaucoup. J'ai 3 points. J'ai un point d'historien pour être critiqué par Pierre Cyril, un point d'économiste pour être critiqué par Agnès, et un point de philosophe pour être critiqué par Gaspard, et la synthèse sur critiquer. Un point d'historien tout d'abord. Je vous dis directement ma conviction, je pense que l'État n'a jamais été aussi présent, alors c'est un peu grandiloquent, excusez-moi, mais l'État n'a jamais été aussi présent dans la vie des individus aujourd'hui dans l'histoire de l'humanité, point. Je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point l'État est omniprésent dans l'organisation du social. Et je peux vous donner plein d'exemples. Je commence bas. La part de la richesse redistribuée par l'État, qu'on peut mesurer par 2 manières, les dépenses publiques dans le PIB ou les impôts dans le PIB, aujourd'hui, en France, atteignent plus de 50%, 56%. L'État redistribue plus de la moitié de la richesse produite. Au moment où Keynes écrit son grand livre sur le rôle de l'État, c'était 10%. Vous voyez, Keynes, il pense à un capitalisme, vous dites oui, l'État doit stabiliser. Aujourd'hui, l'État redistribue 50% du PIB. Petit 1. Petit 2, c'est pas seulement dans la dimension fiscale, c'est dans toute la gestion du quotidien, avec tout notre système de redistribution, qui est la gestion des risques, avec la retraite, j'en parlais, la santé, et d'autres dimensions, la retraite, la santé et l'assurance chômage. L'État n'a jamais été aussi présent qu'aujourd'hui, dans tous les pays. Dans tous les pays. Vous prenez même les États-Unis, même l'Angleterre, qui sont des pays dits libéraux, aujourd'hui on est à 44-45% de PIB de redistribution. Et Trump n'a pas réussi à faire infléchir ce montant-là. Il y a une tendance incroyable de socialisation de nos économies. Oui. Il faut le comprendre. Xavier, il y a quelques années, l'État contrôlait les prix, contrôlait les salaires, contrôlait... Je vais y venir. Les banques appartenaient à l'État, les grandes industries appartenaient à l'État. Enfin, c'est quand même, il y a eu... Il y a une tendance comme ça, et puis il y a des fluctuations. Il y a eu 80-83. En France, où il y a eu un moment de socialisation forte de l'appareil productif. Ensuite, il y a eu le temps de rigueur. Donc, il y a des oscillations. Bien sûr, il y a eu 80-83 où l'État était très présent. Il a restructuré le capitalisme français avant la privatisation de 86. Donc, l'État était très présent dans la restructuration du type productif. Mais c'est autour d'une tendance aujourd'hui qui est extrêmement élevée. Point 1. Point 2, je prends la dette publique.
qui est une socialisation, là, un autre angle, je prends par les marchés financiers. Aujourd'hui, le montant de dette publique a dépassé le pic de la Seconde Guerre mondiale. Jamais les dettes publiques aujourd'hui n'ont été aussi importantes, même après la Seconde Guerre mondiale où tout a été financé par la dette publique. Ça vient essentiellement par la dette publique des pays du Sud. La socialisation par la dette publique est aujourd'hui inédite dans l'histoire du capitalisme. Point 2. Point 3, l'autre histoire de long terme, pour moi, du capitalisme, la socialisation, ça a commencé, et je suis très fier d'être ici, dans les bourses du travail. Dans les bourses du travail. Comment s'est passé ce degré de socialisation extrême? Et je vous donne l'exemple de l'histoire de la sécurité sociale française, parce que c'est très important, dans ce lien entre l'État et l'initiative privée. Qui a créé l'assurance chômage? Qui a créé la formation professionnelle? Qui a créé l'assurance maladie? C'était pas l'État. Au départ, c'était des coopératives ouvrières avec des contrats. Et reprenez l'histoire des bourses du travail, on est dans une bourse du travail, il y avait des contrats privés avec des adhésions des entreprises et des salariés, et il y avait des bourses du travail, c'est-à-dire qu'ils faisaient un marché. Les syndicats organisaient un marché, il y avait des gens qui voulaient travailler, des entreprises, et il y avait un salaire juste pour éviter que les grandes entreprises fassent baisser les salaires. Donc ça, c'était le mouvement des bourses de travail, et dans le compromis social d'après-guerre, on a tout étatisé avec le compromis gaulliste, avec le compromis avec les communistes, et c'est devenu dans l'État-providence, qui est la socialisation d'initiatives privées. Et aujourd'hui, ce dont on parle, qui est le cinquième risque, qui est la dépendance pour faire évoluer la sécurité sociale, c'est entièrement dans le périmètre de l'État. La réforme des retraites, c'est entièrement dans le périmètre de l'État. Donc l'État, l'histoire du XXe siècle, ça a été une socialisation de toutes les institutions qui étaient au départ du contrat privé. Point 1. Point 2, pour moi, cette socialisation, alors je vais être provocateur, mais ça a permis de résoudre la grande... Et là où je ne suis pas d'accord avec vous, je vous dis le capitalisme a failli, etc. Ce capitalisme socialisé a résolu le problème du XIXe siècle, la question sociale. La question sociale est à peu près résolue aujourd'hui. Je suis désolé, c'est un peu brutal de le dire comme ça. C'est aujourd'hui, la pauvreté, c'est plus un problème économique, c'est un problème politique. On a le RSA, on a les redistributions, on a les prestations. Si on veut résoudre les inégalités, moi, en tant qu'économiste, c'est pas un problème économique, c'est pas dur, on change la fiscalité, je fais une tranche supplémentaire d'hier, je fais une tranche sur la fiscalité. Donc si jamais l'État et la société française voulaient réduire les inégalités et amener aux inégalités suédoises, on a tout pour le faire. Sauf que les Français ne le veulent pas, parce qu'ils n'expriment pas dans le vote. C'est important de le dire, c'est qu'ils n'expriment pas dans le vote, c'est que l'État ne s'occupe pas des inégalités parce qu'il n'y a pas d'expression politique pour ça. Donc ce n'est pas un problème économique, pour moi c'est un problème politique. Donc aujourd'hui, on est dans un capitalisme ultra socialisé. Maintenant, pourquoi? Je pense que on est en crise, et c'est mon point 2 d'économiste. Avant, effectivement, et là, vous avez raison, on a pris un peu au sérieux les économistes et on pensait qu'on a construit une idéologie qui a tellement influencé la construction européenne, on pensait que bon, l'État doit intervenir quand le marché n'arrive pas à faire des choses. Donc on laisse le marché faire, et puis l'État intervient quand il y a des défaillances de marché. C'était un peu la logique portée par les économistes qui a été portée dans les années 80 pour essayer d'infléchir cette socialisation croissante des années 70. Ça n'a pas marché, la socialisation a continué. Elle a continué avec deux exemples. Un, la crise Covid. L'État a socialisé le marché du travail, a payé les salaires à la place des entreprises. C'est complètement incroyable, quoi. Enfin, on est tellement habitué maintenant par ce truc-là qu'on... Enfin, si vous prenez au début du siècle en disant l'État maintenant va payer tous les salaires de l'économie. Voilà, c'est comme ça, il y a un petit problème sanitaire, l'État va payer tous les salaires, les entreprises vont payer de salaires, et après l'État va financer par dette. Ça passe comme lettre à la poste, toute l'Europe a fait ça. Crise énergétique, l'État dit, bon, on a un petit problème énergétique, je socialise le marché de l'énergie, je bloque, je fais un bouclier tarifaire pour tout le monde, le prix de l'énergie, c'est moi qui choisis. C'est énorme l'énergie dans le capitalisme. Moi, je choisis que le prix de l'énergie va augmenter de 15%, et je vais financer ça, 45 milliards par dette publique. Ça passe comme une lettre à la poste. Mais ça, c'est pas du tout le capitalisme, je vous assure, c'est un capitalisme extrêmement socialisé. Donc aujourd'hui, on est dans une phase où le degré de l'État pour pivoter le capitalisme, il est incroyable. Donc notre doctrine d'échec de marché, elle n'a pas réussi pour des bonnes ou des mauvaises raisons à empêcher la socialisation de l'État. Même les Allemands vont très loin dans la socialisation. Les Allemands ont introduit un salaire minimum en 2015 alors qu'ils étaient contre le salaire minimum. Les Allemands font 200 milliards pour les entreprises aujourd'hui avec l'argent public. Donc tout le monde est maintenant, c'est open bar, quoi. L'État, il finance tout, il y a plus de limites. Pourquoi il n'y a plus de limites? Je pense vraiment, c'est qu'on a un problème intellectuel. Notre doctrine passée d'échec de marché est en crise.
Et on ne sait pas quelles sont les limites de l'État. Donc dès qu'il y a un problème, l'État va intervenir parce qu'on n'a plus vraiment de pensée profonde, de limite entre l'action privée et l'action publique. Et on gère dans l'urgence et c'est l'État qui fait. C'est peut-être bien, c'est peut-être mal, je ne sais pas, mais il faut le réfléchir. Il faut vraiment le réfléchir. Je pense vraiment que votre génération, vous les jeunes, vraiment l'enjeu sera de repenser l'articulation entre le privé et le public. Mon troisième point, et je vais m'arrêter là, je vous rassure, c'est que le début. Parce que la question énergétique va multiplier ce sujet-là. Si on doit réduire nos émissions de CO2 d'un facteur 5, de 10 tonnes de CO2 par habitant à 2 tonnes de CO2 par habitant, il y aura plein de progrès techniques, nous dit Philippe Aghion, super. On va peut-être réduire de moitié jusqu'à 5 tonnes et arriver à 2%. Mais les efforts, si vous regardez concrètement ce que ça veut dire pour forcer les gens à changer, diminuer par 2 la consommation de viande, changer la décarbonation, faire un prix du carbone à 200 € la tonne, des choses qui sont incroyables, ce n'est que le début de faire pivoter l'État sur la question environnementale, comme on a réussi à faire pivoter l'État sur la question sociale dans le XXe siècle. Donc il y aura une seconde vague de socialisation avec la question environnementale. Mon troisième point, je vais m'arrêter là, c'est que la question de la liberté va se poser. On a construit le capitalisme, alors là je vais aller vite parce que Gaspard sera plus clair, sur le passage de la liberté des anciens à la liberté des modernes. On nous dit la liberté, c'est je suis libre, je fais ce que je veux, je fais sur les réseaux sociaux, je prends l'avion, voilà, ma liberté, c'est je fais tout ce que je veux sur le marché. Un petit moment un peu anarchiste, qui est aussi porté par l'économie numérique, hein. L'État ne doit pas intervenir, je fais ce que je veux sur les réseaux sociaux, etc. Là, on revient dans un État omniprésent, il faut revenir à la liberté des anciens. Il faut revenir à savoir quelle est, nous, notre capacité à influencer l'État dans les choix qu'il fait pour nous. Exemple, la réforme des retraites. Est-ce qu'on est sûr, nous, d'influencer tous les paramètres de la réforme des retraites ? L'âge, etc. Je pense qu'il y a un sujet vraiment de refaire une expression politique des consommateurs, nous, pour influencer vraiment l'administration publique. Pas que l'État, ça marche pas, le Parlement, etc. Vraiment, faire des choses comme les conventions citoyennes pour gérer que les citoyens réfléchissent à la fiscalité du carbone, réfléchissent à la réforme des retraites. Ça ne devrait pas être qu'un truc techno, la réforme des retraites. Il faut vraiment une convention qu'on peut être un an à réfléchir vraiment sur à quel âge on veut partir en retraite et combien on est capable de payer. Vraiment, il faut changer le mode d'expression politique pour débureaucratiser l'administration et faire des expressions politiques dans cet État qui sera socialisant dans nos capitalismes. Ce qui est le début d'un changement plus que profond. C'est-à-dire qu'il faudra changer l'État, mais on reste dans l'État quand même. Je pense qu'on va tous se noyer dans l'État. Alors, bon, Gaspard. Donc autrefois, Ronald Reagan disait... Non mais pitié, Ronald Reagan n'est pas un libéral, alors là j'arrête tout de suite, je ne veux même pas connaître la fin de la citation. Eh bien, très bien. Il y en a marre d'associer le libéralisme avec le néolibéralisme des années 80, et vraiment en tant que idéologue borné, je vais essayer au moins, s'il y a un message qui doit passer ce soir, notamment auprès des jeunes générations, c'est quand on vous parle de libéralisme, c'est une belle doctrine qui nous vient du XVIIIe siècle, qui est humaniste, qui a un point de vue sur l'ensemble de la société, qui apparaît avant d'ailleurs les clivages de gauche et de droite, qui répond à une question, comment j'organise une société d'individus libres, qui était une question totalement nouvelle au moment des grandes révolutions du XVIIe et du XVIIIe siècle, qui a certains aspects économiques et plein de sous-courants. Le néolibéralisme a été un sous-courant issu du colloque Lippmann, puis de la Société du Mont Pèlerin, qui était minoritaire par rapport aux ordolibéraux allemands, qui est devenu majoritaire par miracle dans les années 70 avec les doubles prix Nobel de Hayek et de Friedman, qui a pris le pouvoir politiquement dans les années 80, mais qui, sur le plan doctrinal et conceptuel, est une peccadille par rapport à la grande histoire de la pensée libérale. Donc Reagan, Thatcher, etc., je ne veux même pas en entendre parler, c'est pas mon sujet. Je reprends ce que disait Pierre Cyril pour essayer de répondre aussi aux uns aux autres, c'est plus marrant comme ça, quand il parlait des mercantilistes et de Colbert. Et ce qui est très intéressant, c'est que justement, c'est le moment où apparaissent les libéraux qui, s'opposant aux mercantilistes, sont les physiocrates, s'opposant à Colbert, arrive celui dont Marx fait l'éloge, Pierre de Bois-Guilbert, qui est considéré comme un des premiers économistes et qui va dire non mais cette histoire de corporation c'est horrible. Quand Colbert fait les corporations, ceux qui n'appartiennent pas à la corporation et qui osent être tisserands ou faire n'importe quelle activité sont exécutés. Il y a eu des dizaines de milliers d'exécutions parce qu'ils n'avaient pas la patente, parce qu'ils n'étaient pas dans la bonne jurande. Et donc Pierre de Bois-Guilbert dit c'est quoi cette histoire ?
Pourquoi est-ce qu'on a des taxes aux frontières non seulement extérieures, mais intérieures, puisque le territoire a été divisé en différents enfin, il n'y avait pas de liberté de circulation, donc il plaide pour la liberté des chemins. Bref, ce qui est intéressant, c'est que le libéralisme naît par réaction et naît avec le projet d'établir des contre-pouvoirs par rapport à la puissance centrale et de disséminer au maximum la liberté dans l'ensemble de la société. Et c'est pour ça qu'à la Révolution française, les aspects politiques et économiques sont intimement liés. La Révolution française est 100% libérale classique française. L'abbé Sieyès, quand il écrit « Qu'est-ce que le tiers-État ?», on le connaît parce qu'il il contestait les trois ordres, mais la première page de « Qu'est-ce que le tiers-État » est une apologie de la concurrence, en disant de même qu'on va casser les privilèges sur le plan politique, on va casser les corporations sur le plan économique, et ça donnera la loi Le Chapelier en 1791, qui a cette très belle formule, chacun est désormais libre d'exercer le métier de son choix. Et les 2 ou 3 premières années de la Révolution française, y compris sur le plan civil, de l'organisation des mariages, de la manière dont les individus, dont les femmes, dont les gens d'une autre couleur de peau peuvent vivre, a été probablement le régime le plus libéral de l'histoire de France. Ce qui me permet de dire que, pour embrancher sur la question de l'État, jusqu'où l'État. La question pour les libéraux n'est pas jusqu'où, la question est quel État. Parce que le libéralisme classique français, que Hayek appelle avec mépris le libéralisme gaulois, est un libéralisme de l'État, pour et par l'État, qui considère que l'État moderne, l'État réinventé par les révolutionnaires, a pour mission d'émanciper l'individu de toutes les tutelles qu'on vient de décrire, qu'il agit comme anticoagulant. À chaque fois qu'il y a, vous laissez une communauté tourner sur elle-même, eh bien vous avez toujours des privilèges, des monopoles qui se recréent, et l'État est là pour les casser et pour réintroduire du mouvement. C'est pour ça que Durkheim pourra écrire sans aucun problème au XIXe siècle que étatisme et individualisme ont été main dans la main. Ah oui, parce que l'État est celui qui fait naître l'individu contre la tribu. Et vous savez, on a cette espèce de fiction répandue par les philosophes des Lumières que la société originelle, c'est des petits individus qui sont les uns contre les autres, ou les uns pour les autres d'ailleurs, enfin c'est des petits atomes comme ça, que le contrat social va regrouper. Mais l'ethnologie moderne nous dit exactement le contraire. La société, avec Weber, les sociétés premières sont des sociétés tribales hyper cohésives, et le rôle de l'État est conçu, c'est pour ça d'ailleurs que Mario Vargas Llosa intitule ses mémoires « L'appel de la tribu ». L'État moderne est conçu contre la tribu, pour permettre aux gens de s'émanciper, de vivre leur singularité d'individu, de faire leur propre choix de valeurs. Et qu'est-ce que l'organisation sociale à ce moment-là? C'est la manière dont on va faire coexister des valeurs aussi différentes que possible. Et c'est pour ça que le libéralisme vous amène à la fois le marché, mais aussi la laïcité, par exemple. Comment on va tous pouvoir vivre ensemble en ayant des choix de vie, des définitions de la vie bonne qui sont différents. Ce qui implique évidemment une séparation très forte du droit et de la morale, en disant le droit n'est pas là pour refléter les valeurs d'une société, comme vous disent tous les politiques aujourd'hui. Les valeurs, c'est une question civile et c'est une question de débat social. Le droit, il est là pour que ces différentes options puissent coexister pacifiquement. Et c'est pour ça que donc la distinction que fait Hayek, c'est entre le libéralisme gaulois, qui est un libéralisme qui passe par l'État, et le libéralisme anglo-saxon, et maintenant on y vient au fameux anglo-saxon, qui est un libéralisme justement qui se méfie de l'État en disant l'ordre doit être l'ordre spontané, doit venir d'abord et avant tout de la communauté, doit se construire historiquement. Et c'est pour ça que par exemple Burke, qui était quand même un libéral dans le système politique anglais, bah oui, parce qu'il était chez les Whigs, donc c'était quand même quelqu'un qui demandait des bornes au pouvoir royal, etc. Burke écrit contre la Révolution française, et c'est là que ces deux traditions libérales divergent, Paine, Burke, etc. Donc, tout ça pour vous dire que moi je m'inscris en tout cas dans un libéralisme français classique, où l'État a tout son rôle à jouer pour émanciper l'individu. Et on continue, nous, enfin, dans le think tank que j'ai fondé, ou dans les différentes réflexions qu'on peut avoir, à promouvoir et renouveler cette doctrine qui est parfaitement valide aujourd'hui. C'est pour ça qu'on propose, par exemple, un revenu universel. On parlait du RSA tout à l'heure. C'est vrai que d'un point de vue économique, l'État a les moyens de résoudre la pauvreté, mais ce qui en résulte, c'est un système extrêmement paternaliste de contrôle, où les insiders peuvent frauder, où les outsiders n'ont rien, un tiers de non-recours au RSA. Ce sont des procédures extrêmement humiliantes, parce qu'il faut prouver que vous êtes pauvre, aller revoir les CAF tous les 2 mois, avoir des inspections pour savoir si par hasard vous êtes en couple, parce que si vous êtes en couple, le RSA est familialisé, donc vous devez payer des indus, et qu'est-ce que ça veut dire être en couple? C'est-à-dire partager un lit ou une brosse à dents. Enfin, on rentre dans un degré d'intrusion complètement délirant, tout ça parce qu'on a le code civil qui nous dit qu'on doit être en foyer,
Bon, et évidemment, un revenu universel inconditionnel, ce serait la même chose globalement d'un point de vue macroéconomique. Ça serait peut-être la même chose même d'un point de vue financier pour les gens, mais ce serait une différence fondamentale dans la manière dont les gens sont traités, conçus comme citoyens libres et responsables, parce qu'on vous donne de l'argent et on vous laisse ensuite, on vous laisse faire. Et pourquoi je prends cet exemple? Parce que c'est un point qui me permet de marquer la différence entre l'État libéral idéal tel qu'on peut le concevoir, en s'inspirant donc de la Révolution française, et ce qui est devenu l'État moderne, qui est un État qui n'a plus rien à voir avec la description un peu théorique que je vous ai faite, qui est un État incroyablement intrusif, moraliste et ventripotent, qui humilie l'individu par un système de normes absolument asphyxiant. Ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait avoir des politiques sociales, des politiques environnementales qui ne prennent pas ce chemin-là, qui passent par l'État, mais avec une autre définition de l'État. Et comment on en est arrivé là? Je pense... alors, Pierre Cyril faisait une histoire française du sujet. Il y a aussi une histoire mondiale du sujet, parce qu'après tout, certes, la France a ses spécificités, mais elle est dans un courant historique où, en effet, on voit que l'État français, l'État anglais, l'État allemand, même l'État américain, aujourd'hui, il n'y a pas grande différence paradigmatique. Et la victoire idéologique de la deuxième moitié du XXe siècle, cette victoire des néolibéraux, celui qui a le mieux écrit sur l'histoire du libéralisme et qui a mieux défini le néolibéralisme, c'est Michel Foucault, dans ses leçons de biopolitique. Et comment il décrit le néolibéralisme? Il décrit comme un utilitarisme, c'est-à-dire une maximisation. C'est de bonnes intentions, hein, c'est pas des gens méchants, d'ailleurs, ça fait des choses très bien. Mais c'est-à-dire comment je maximise le bien-être, comment je maximise le confort indépendamment, et là je rejoins tout à fait Xavier, indépendamment de tout débat démocratique. En fait, dans ce système-là, on se fout complètement du débat démocratique parce que les experts savent mieux, se fichent de votre, disons, de votre choix explicite, de votre préférence explicite. L'expert va trouver ce qui est le mieux pour vous. D'où tout ce système de nudge dans lequel la technologie actuelle, d'ailleurs, s'inscrit avec un grand bonheur. Cet utilitarisme, c'est pas, et là encore une fois, deuxième mythe, c'est pas l'État qui dérégule, qui, disons, s'abstrait du champ, et le secteur privé qui vient manipuler les comportements. Non, c'est les deux qui vont ensemble, et ça Xavier l'a très bien dit aussi. C'est-à-dire que l'État grossit pour mettre en place toutes sortes de moyens de surveillance. Pascal disait, oui, mais les banques sont privatisées, mais les banques, c'est plus des entités privées, enfin. Les banques, c'est le secteur public, sauf que les gens gagnent de l'argent à l'intérieur. Elles sont ultra régulées, elles sont too big to fail, elles n'ont absolument aucune marge de manœuvre pour faire quoi que ce soit. Donc l'État, il n'agit plus peut-être en les possédant directement, mais il agit par la micro-régulation et par la surveillance. Et donc, vous avez une connivence parfaite entre ces entreprises et l'État, qui se manifeste dans les actions de lobbying que nous connaissons tous bien et qui mettent en place une même gouvernementalité, comme disait Foucault, néolibéral, utilitariste, etc. Il y a beaucoup de ismes, je suis désolé, mais j'ai pas beaucoup de temps, sinon on peut avoir des exemples plus fleuris. Et tout ça nous donne quoi? In fine, pour nous, comment on ressent tout ça? On ressent, j'espère que vous le ressentez aussi, on ressent une oppression bureaucratique. J'ai fait un tour de France l'année dernière sur la question de la simplification, parce qu'après m'être beaucoup baladé dans le pays, je me suis aperçu que c'était le sujet qui revenait le plus quand on parlait aux gens, pas quand on les sonde. On leur dit, est-ce que vous vous sentez perdu? Est-ce que vous avez des problèmes de pouvoir d'achat? Les gens disent oui, oui, pour faire plaisir aux sondeurs. Mais quand on les laisse parler pendant des heures, on s'aperçoit que ce qui les préoccupe le plus dans leur vie, ce qui les empêche d'agir et ce qui les empêche d'avoir la maîtrise de leur propre destin, c'est le sentiment qu'ils sont engoncés dans un système de normes privées comme publiques, algorithmiques comme réglementaires, qui les empêchent de prendre des décisions pour eux-mêmes et d'en assumer les conséquences. Le lien entre utilitarisme et bureaucratie, il a été montré par 1000 auteurs, dont mon cher David Graeber, qui est un anthropologue, qui a écrit un magnifique livre sur la bureaucratisation du monde. Et c'est un problème qui est chiffré aujourd'hui, puisque le Conseil d'État publie régulièrement des rapports pour expliquer qu'il y a une inflation normative, que trop de lois tuent la loi. De toute façon, on a atteint un point d'asphyxie où je pense que plus aucune réforme, disons, rationnelle n'est possible. Que tout ça, pour rebondir avec ce qu'aurait dit Patrick Artus, ça vient effectivement, in fine, d'un refus du risque. La norme se construit par refus du risque. D'ailleurs, la norme se construit très souvent avec ou poussée par la question assurantielle, ce que François Ewald a montré notamment dans son État-providence, mais on le voit sur plein de points de détail. Donc, et je vais finir alors. David Graeber, cet anthropologue donc formidable, un peu anarchiste, même complètement anarchiste. Parce que vous voyez, le truc, c'est que le politique va reprendre le pouvoir. C'est-à-dire, comme disait Xavier, nous devons trouver des formes démocratiques qui nous permettent de décider des choses anti-utilitaristes.
si nous voulons avoir un hôpital près de chez nous, qui sera moins bien que l'hôpital dans la grande métropole, mais parce que nous voulons qu'il soit près de chez nous, eh ben, nous devrions pouvoir exprimer cette préférence. Nous devrions pouvoir faire des choix inefficaces, sous-optimaux, parce que ce sont les nôtres et parce qu'on veut essayer de vivre comme ça et parce qu'on préfère. D'ailleurs, les économistes libéraux commencent à s'en apercevoir, puisque Landier et Tesmar publient un livre sur le prix des valeurs qui dit globalement exactement ça. Les gens sont prêts à payer plus, donc à avoir, en termes utilitaristes, une décote pour exprimer un choix qui peut être d'ordre esthétique ou moral et qui est d'autant plus légitime. Et maintenant, comment on met à bas cet énorme, inextricable labyrinthe réglementaire? Moi, je ne sais plus comment faire. Je ne pense pas, en fait, que ça puisse venir de... Les hauts fonctionnaires sont parfaitement lucides là-dessus, les politiques sont lucides, mais personne ne peut plus le faire. Personne n'a la capacité intellectuelle de dénouer cette pelote. Et donc, David Graeber nous dit, et c'est ma conclusion, dans ces cas-là, comme ça s'est déjà produit dans l'Empire romain, dans l'Égypte ancienne ou à Babylone, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'État perd peu à peu foi en lui-même. Vous voyez aujourd'hui, les fonctionnaires ils disent bah oui, on sait que c'est nul, on sait que c'est absurde, mais on doit continuer à le faire. Et à ce moment-là, quand la fragilité morale de l'édifice est totale, arrivent les barbares de l'extérieur qui ravagent tout. Et sur cette tabula rasa, on peut reconstruira l'État libéral, révolutionnaire, sympathique que j'ai décrit au début. On parlera des barbares tout à l'heure si vous voulez. Merci Gaspard. Alors il y a une question quand même qui est centrale, c'est la question de la transition écologique, puisqu'on a besoin d'investissements massifs. Vous pourrez en parler évidemment tous les trois, mais je vais poser quand même la question d'abord à Agnès Benassi-Kéré, qui est donc chef économique au Trésor. Est-ce que c'est l'État qui doit porter ces investissements? Est-ce que c'est le seul à pouvoir le faire, d'une part, et est-ce qu'il est correctement outillé pour le faire? Merci beaucoup. Alors, si je comprends bien, je représente ici l'État ventripotent. Donc, je vais essayer de tenir mon rôle. Alors, c'est assez frappant, en effet, que je crois que c'est Pierre Thierry qui l'a dit au début, on parle de l'État, donc sous-entendu, c'est l'État au sens strict. Hein, c'est pas les administrations publiques. Et c'est pas quelque chose d'universel. Non, mais c'est pas quelque chose d'universel. C'est assez frappant en France. Il y a une demande de plus de décentralisation, qu'on écoute plus les territoires, etc., etc. Mais en fait, quand il y a une énorme crise, quand il y a un énorme problème, on se tourne vers l'État. L'État n'a pas fait ceci, cela, etc. Et je rassure Gaspard, l'État, beaucoup de gens connaissent son adresse et est soumis à une grosse demande sociale pour plus d'État, hein, pour plus d'intervention, plus de protection sociale, plus de sécurité, plus... Et les entreprises demandent également beaucoup de subventions, de crédits d'impôt, etc., etc. Hein. Et donc, enfin, je veux dire, l'État ne fait que réagir par rapport à une demande sociale. Enfin, c'est pas, il n'invente pas un édifice hors de tout contexte social. Alors, donc, nous arrivons aujourd'hui avec l'héritage de la pandémie. Donc, l'héritage de la pandémie, c'est quoi? C'est de la dette. Et c'est un système productif qui a été tenu à bout de bras, ça, Xavier l'a dit, et donc qui a été sauvé. Mais c'est une parenthèse. Donc, le système productif revient, produit. C'est un succès, au sens la production est au-dessus de son niveau pré-pandémique, l'emploi est très nettement au-dessus. Donc c'est un succès, mais on a deux héritages, on a de la dette et on a cette impression que l'État finalement peut tout, quoi. Donc immédiatement après vient la crise énergétique et là c'est un peu plus, c'est plus difficile au sens où c'est un choc de terme de l'échange. Donc ça veut dire que l'État, toujours lui, fait un chèque, enfin non, c'est pas l'État en fait, c'est l'ensemble de la nation fait des chèques aux pays exportateurs d'énergie, ces énergies que nous importons, et ça c'est de l'argent qu'on ne va pas pouvoir utiliser nous. Donc l'État ne peut pas l'utiliser, les consommateurs ne peuvent pas l'utiliser, les entreprises ne peuvent pas l'utiliser, c'est un appauvrissement. Et cet appauvrissement, il n'a pas encore été bien perçu totalement par la population, puisque l'État, toujours lui, a absorbé pour l'instant, hein, avec les différents boucliers, les aides, etc., a absorbé l'essentiel du choc. Or, il va falloir, c'est pas soutenable, hein, 5% de déficit, c'est pas soutenable, on peut pas rester comme ça.
Et donc, l'idée, c'est de lisser le choc pour que, et je vais venir à la transition, hein, pour que les agents puissent investir pour mieux absorber et s'organiser pour que ce soit moins douloureux. Mais néanmoins, ce choc arrive. Et là, je trouve que Gaspard est un peu injuste parce qu'il y a aussi une demande donc de mieux cibler les aides, hein, pour pas gaspiller l'argent. Donc, effectivement, on a le droit de faire des choix inefficaces. Hein. Le Royaume-Uni fait un choix inefficace avec le Brexit. Je pense que c'est assez consensuel. C'est démocratique. Ils ont choisi, c'est comme ça. Et donc, ils ont choisi collectivement d'être plus pauvres. Il y a d'autres avantages, mais en tout cas, sur le plan économique, je pense que ça ne fait pas question. Donc, on a droit effectivement de faire des choix inefficaces. Mais à ce moment-là, là où je ne suis pas d'accord, c'est que la population est prête à payer plus pour le même service. Ça n'est pas vrai. Et donc, ça veut dire réduire la quantité de services publics, et ça, la population n'est pas prête non plus. Donc, on voit bien que la seule voie, c'est l'efficacité, c'est éviter les effets d'aubaine, c'est mieux cibler vers les objectifs précis de l'intervention publique. Et là, on arrive dans, effectivement, de l'intrusion. Vous êtes pauvre comment, etc., etc. Et je ne vois pas très bien comment on peut surmonter ce problème. Alors, sur la crise climatique, on est en plein dans le cas d'école de l'intervention publique, où il y a une faille de marché, où on a mis beaucoup trop de gaz à effet de serre. Alors, l'État intervient déjà en fait dans la crise climatique, puisqu'il est assureur en dernier ressort pour les risques non assurables, hein, les catastrophes, c'est déjà l'État. Et il va devoir intervenir massivement sur la transition parce que le marché n'est pas capable tout seul, parce qu'il manque un marché qui est le marché des émissions. Enfin, il a été créé par les Européens, avec un grand succès d'ailleurs. Là où les émissions ont été réduites ces dernières années, c'est principalement dans les industries soumises au marché d'échange de quotas. Donc, quand on dit le signal prix ne fonctionne pas, il fonctionne très bien. Il fonctionne très très bien. Ça n'est pas le seul outil qu'on peut utiliser. Donc, l'État peut être investisseur, il subventionne les investissements privés, il fait des investissements lui-même. Mais là, on a des évaluations de I4C, hein, qui est un think tank qui travaille sur la transition écologique, qui évalue que les investissements jusqu'à présent dans la transition, c'est pour 1 euro privé, il y a 1 euro public. C'est pas soutenable. C'est pas soutenable. L'État ne peut pas financer la transition écologique. Donc, il y a plusieurs voies possibles. Hein. Donc, le secteur privé peut le financer spontanément parce que les prix augmentent. Donc là, on revient sur le signal prix. Aujourd'hui, il y a le prix de l'énergie, mais plus tard, il y a le prix du carbone, sous une forme ou sous une autre. D'ailleurs, la réglementation, en réalité, c'est coûteux. C'est l'État qui force le fait. Voilà. C'est quand même l'État qui intervient sur cette question. Alors, oui, mais c'est pas lui qui paye. C'est ça que je veux dire. Donc, il y a des interventions qui coûtent à l'État, qui sont de l'investissement public ou de la subvention. Et il y a des interventions qui coûtent au secteur privé plutôt. Hein, ça va être la taxation, les marchés carbone et la réglementation. Et même la réglementation, ça coûte effectivement, hein, même si on n'affiche pas un prix du carbone. Et là, donc on peut, et je vais terminer là-dessus, on peut imaginer grosso modo 2 scénarios. Un scénario où on aurait plus d'investissements privés et toujours autant de consommation privée. Et donc là, on a une espèce de boom de la demande. Il faut voir si l'offre suit. On peut avoir beaucoup de l'inflation et du déficit extérieur. Et donc la question, c'est comment c'est financé, hein. S'il y a plus d'investissement et toujours autant de consommation, ça veut dire que l'investissement n'est pas financé par de l'épargne. Donc il faut qu'elle soit financée par des investisseurs étrangers. Mais si ces investisseurs étrangers sont occupés à faire leur propre transition, on se demande un peu qui finance. Donc on a ce sujet-là. Et il y a un autre scénario où il y a plus d'investissement, mais moins de consommation, à la fois sur le privé et du côté du secteur public. Ce qui veut dire que, par exemple, le secteur public se recentre, hein, fait moins de transferts sociaux, fait une réforme des retraites ambitieuse, fait plus d'investissements. Et le secteur privé investit plus. Par exemple, vous rénovez votre maison au lieu d'aller au cinéma, voilà. Mais ça veut dire qu'il y a des réallocations sectorielles, c'est pas les mêmes entreprises. On va venir aux entreprises, c'est pas les mêmes entreprises, c'est pas les mêmes produits. Et donc, est-ce qu'on est capable de faire ça? C'est-à-dire qu'on finance les investissements par une sobriété contrainte. Une sobriété de choix,
On préfère isoler sa maison plutôt que de voyager à l'autre bout du monde où c'est devenu très cher. Je dis contrainte parce que vous disiez l'État réduit les prestations, etc. Alors, non, mais ça, c'est du côté de l'État. L'État, s'il a une Bah, contrainte les budgétaire, prestations. il faut bien qu'il fasse des choix. Hein. Donc, quand on dit moins de consommation, plus d'investissement, ça va passer. Alors, le transfert, c'est pas de la consommation de l'État, mais c'est de la subvention de la consommation du secteur public, privé. D'accord. Voilà. Merci Agnès. Sophie Sidos, donc, est-ce que les entreprises ont besoin de ces contraintes imposées par l'État pour s'adapter à cette transition écologique dont on a besoin? Parce que finalement, si l'État n'est pas là, les entreprises ne le feront pas d'elles-mêmes. Il n'y a aucune force qui poussera les entreprises à réduire les gaz à effet de serre. Il faut bien qu'il y ait une contrainte ou quelque chose. Alors, les contraintes de l'État, on les a déjà. Hein. Les contraintes, elles sont là. Et on ne peut pas ne pas s'en soucier. On est bien obligé de payer et de s'y soumettre. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir le faire? Ça, c'est plus compliqué. Je veux quand même remercier le rôle de l'État pendant la pandémie de la Covid, parce que sans l'État, le choix, de toute façon, il était pas très compliqué à faire. Soit on avait des millions de faillites d'entreprises, soit l'État s'endettait. Et l'État a choisi le quoi qu'il en coûte. L'État s'est endetté et, moyennant quoi, a aidé les entreprises. Donc, il faut quand même remercier, parce que c'est vrai qu'on serait peut-être plus là aujourd'hui. Maintenant, sortie de cette crise Covid, voilà qu'on s'attaque à une guerre en Ukraine. Donc, là, on a vu le prix de l'énergie considérablement augmenter. On ne sait pas jusqu'à quel prix il va augmenter. On a un prévisionnel pour les entreprises aujourd'hui qui n'existe pas, parce que celui qui va me dire à quel prix va être demain l'électricité et le gaz, je l'invite tous les jours chez moi. Moi, je ne sais pas à quel prix je vais payer mon gaz l'année prochaine en France par rapport à d'autres pays. Donc c'est quand même compliqué pour une entreprise aujourd'hui de se projeter. On a aujourd'hui à rembourser l'URSSAF, on a des PGE à rembourser, et puis on a une inflation galopante, et on a un prix de l'énergie considérable pour les entreprises et puis pour les particuliers. Alors, faire des efforts dans la sobriété, évidemment. Moi, personnellement, la sobriété, quand on nous a dit 10%, je me suis dit, mais pourquoi pas 20, et puis pourquoi pas 30, pourquoi pas 40, pourquoi 10%? Enfin, quelque part... C'était réfléchi. Quelque part, c'est aussi nous dire, ben, vous gérez mal vos entreprises parce que vous pourriez gagner finalement 10% de plus. La sobriété, quelque part, c'est le capitalisme, c'est la rentabilité de l'entreprise. Donc, pourquoi pas gagner plus? Je trouve que, quelque part, c'est un peu nous dire, vous avez mal su faire votre truc, vous pourriez gagner un peu plus. Je pense que la sobriété dans les entreprises, depuis toujours, on cherche à la faire. Là, on a un coup de massue qui nous arrive sur la tête, donc c'est vrai qu'on est obligé de s'en saisir, mais beaucoup plus que ce qu'on voudrait vraiment faire. Alors peut-être qu'il a fallu cette alerte pour qu'on se réveille un petit peu plus, ça c'est vrai. Maintenant, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Là, c'est quand même, on est dans un cadre où il faut accélérer cette transition écologique, et c'est cette guerre en Ukraine qui nous l'a montré. Il faut aller beaucoup plus vite. Comment? Je dois reconnaître que la solution, elle n'est pas facile. Alors, soit on arrête de consommer et on arrête de respirer tout de suite, c'est une première solution. C'est pas celle que les entreprises ont envie de faire. Les entreprises, elles ont envie de continuer, d'innover, de créer, et il faut trouver des solutions qui n'existent pas. Il faut lancer des programmes de recherche, il faut investir plus d'argent. Nous, au MEDEF, on estime que c'est entre 60 et 80 milliards d'euros par an qu'il va falloir investir si on veut s'en sortir, si on veut sortir de cette transition écologique. Ma question, c'est est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que vous pouvez faire ce type de bifurcation sans l'impulsion de l'État? Ouais, alors je pense que sans l'impulsion de l'État, ça va être très 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 compliqué, parce que je ne sais pas quelle entreprise aujourd'hui peut dégager autant de bénéfices pour y arriver. Je crois que c'est impossible. En revanche, avec l'impulsion de l'État, évidemment... Je ne parlais pas forcément d'aide de l'État, hein. C'était aussi... une impulsion de l'État. Je vous donne un petit exemple. La réglementation, Alors, un exemple très simple chez moi, puisque j'ai une entreprise qui fabrique de la poudre grise, du ciment, qui est émetteur de CO2, puisque
le ciment en France produit 1,8% de consommation de CO2. On est sur des programmes pour réduire cette décarbonation. On aimerait fabriquer de l'hydrogène, c'est pas très compliqué avec la chaleur fatale de nos fours. Avec cet hydrogène, on aimerait le combiner à notre CO2 pour faire du méthanol. Aujourd'hui, on ne fabrique pas de méthanol en France, ça serait un méthanol vert. Pour arriver à faire cette machine à gaz, on peut y arriver pas seul, avec par exemple un programme Innovi qu'on en lance avec EDF. On a demandé à l'État de nous aider parce que c'est un programme qui n'a jamais encore été fait. C'est de l'innovation complète. On pense qu'on peut y arriver. Si on y arrive, jackpot, parce qu'on passe du très mauvais au très bon. C'est ça l'innovation dans les entreprises. Mais seul, on va avoir du mal à le faire parce qu'on est une entreprise, nous, familiale, privée, et on n'a pas assez d'investissement pour y arriver. Donc, l'État est en train de regarder notre dossier très près. On a de fortes chances pour qu'il aboutisse. On espère très très vite pour très vite arriver à se décarboner. On a d'autres sujets de cet ordre-là qui est sur par exemple le solaire en France. On aimerait bien avoir beaucoup plus de solaire. Simplement, ça prend du temps pour avoir du solaire. On peut pas le mettre partout. On a des contraintes et des normes aujourd'hui qui sont extrêmement compliquées à appliquer sur nos terrains agricoles où on peut plus mettre de panneaux solaires, il faut les mettre en toiture ou en ombrière, ce qui est plus cher et pas toujours facile à faire. Donc on a beaucoup de contraintes qui font qu'on est freiné pour aller vers cet élan. Donc je pense que il va y avoir un compromis, évidemment, entre une aide de l'État pour accélérer cette transition, pour aller plus vite, pour avoir cette énergie solaire, trouver aussi comment en France on peut fabriquer cette énergie qui aujourd'hui est chinoise, comment on peut développer plus de savoir-faire français, parce que quand on prend quelque chose en Chine, ben on l'amène chez nous, donc il y a une taxe carbone qu'il va falloir quand même remettre sur le devant, parce qu'aujourd'hui on ne paye pas cette taxe carbone et ça nous pénalise fortement, nous, nos entreprises. Moi, par exemple, on m'impose beaucoup de contraintes dans mon entreprise et puis parallèlement, je vois que j'ai un importateur de ciment étranger à côté de chez moi. Ben lui, il n'a pas de contraintes, donc on joue pas tous les deux dans la même cour. Et la troisième chose que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que on a l'impression que dans d'autres pays, je prends l'exemple de l'Allemagne, il y a un nouveau plan pour les entreprises qui, lui, est de 200 milliards d'euros pour les aider. Nous, on nous aide, en effet, on va nous accorder 12 milliards aux entreprises françaises pour essayer d'aller plus vite, mais c'est quoi 12 milliards par rapport à 200 milliards? Alors, c'est vrai que l'État français a mis énormément d'argent dans le social. Je vais pas faire la crise de ce qui a été fait et dire que c'était pas bien de l'avoir mis dans le social et qu'il fallait le mettre dans l'investissement, dans l'innovation, mais aujourd'hui, on est un peu en peine par rapport à d'autres pays qui, j'ai l'impression, l'économie américaine a annoncé ce matin à aller vouloir aider encore plus ces entreprises. J'aimerais pas qu'on soit à la traîne en France par rapport à d'autres pays européens. Donc moi, je pense que si l'État nous aide, et sans l'État, on n'y arrivera pas, c'est sûr. Il faut l'État. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui veulent réagir à ce qui a été dit? Ouais, Xavier? Alors, juste pour la salle et pour les gens qui nous suivent en direct, vous pouvez envoyer des questions par SMS et je les relayerai. Je voudrais défendre Hayek. Je voudrais être... un point de désaccord avec Gaspard. Ça a l'air un peu intellectuel, mais je pense que c'est assez important. Je pense que ce qu'on appelle le néolibéralisme, c'est-à-dire que on n'a pas besoin d'État, on peut se débrouiller tout seul par le marché. Je pense que l'intellectualité française est dominée par une pensée qui est effectivement celle de Michel Foucault, de dire que ça, c'est lié avec les ordolibéraux, avec les Allemands, avec les Américains ensuite. Et puis si vous prenez ce livre, quand il parle du libéralisme français, il arrive à Giscard. Voilà, Giscard. Le problème, c'est que Michel Foucault, qui ne connaissait pas, et là je parle sous le regard de certains historiens qui sont dans la salle qui connaissent mieux que moi, il ne connaissait pas le courant économiste français qui a créé le libéralisme, avec le plus grand libéral qui a dit on peut se débrouiller sans État pour s'auto-organiser, qui s'appelle Léon Walras. Léon Walras, c'est lui le vrai inventeur du néolibéralisme. Il était français. Il a dit j'ai pas besoin d'État, je peux coordonner tout le monde par le marché. Cet État omniprésent, et à l'époque, souvenez-vous, c'était l'État, début du siècle, c'est l'État, relisez Germinal, etc. C'était l'État qui envoyait les soldats briser les grèves, qui forçait les gens à travailler. Bon, c'est l'État qui était
plutôt autoritaire du côté d'une industrialisation qu'il imposait aux ouvriers, ce que Bourdieu appelle la main droite de l'État. Et en fait, le constructeur du libéralisme, Léon Walras, était un socialiste. Il était un socialiste et ruiné dans les coopératives ouvrières pour financer des entreprises. Il a créé un réseau de banques, il a perdu beaucoup d'argent comme ça. C'était un socialiste. Donc le socialisme libéral pro-marché, qu'après, c'est français. Et moi, j'ai une grande tendresse pour ce socialisme-là, parce que les gens, ils se débrouillent eux-mêmes, voilà, ils produisent. Et quand je vous ai fait l'histoire des bourses de travail, donc la sécurité sociale vient de ce socialisme-là, libertaire, français, qui a créé l'État, une partie de l'assurance sociale, avec d'autres courants, le christianisme social et autres. Je pense qu'il faut un peu défendre cet esprit de parfois on peut se débrouiller sans forcément injonction publique, en se débrouillant par le marché. Et là, je pense qu'il y a un débat à avoir, et là, je saute un siècle, sur, par exemple, la fiscalité du carbone. C'est très intéressant, cette histoire. On dit, enfin, nous, économistes, on est plutôt du côté de Walras. On dit, on a un problème d'émission du carbone, donc laissons les gens faire tout ce qu'ils veulent, mais disons qu'il ne faut pas émettre du carbone, faisons une taxe du carbone. Voilà, si vous polluez, ben, ça coûte cher, et puis les gens ils vont se débrouiller pour ne pas polluer, puis ils se débrouillent dans leur vie eux-mêmes. Dans la Convention citoyenne sur le climat, les Français ils ne veulent pas d'une taxe carbone, ils veulent une régulation. Ils disent non, on ne va pas passer par le marché. On veut une régulation, on veut empêcher les vols de moins de 4 heures en France, on veut empêcher les gens de faire des choses, on ne veut pas que ça passe par le marché. Et les économistes qui ont été devant cette Convention citoyenne en disant peut-être on va essayer de laisser les gens un peu libres avec une fiscalité du carbone qu'on redistribuera aux ménages les plus pauvres, hein, pour vraiment donner du pouvoir d'achat aux plus pauvres qui paient le prix du carbone, il y a une opposition des Français là-dessus. Les Français ne croient pas au marché. Et il faudrait les convaincre que c'est quand même un peu utile le marché quand même. C'est un peu de liberté de pouvoir soit voyager, soit chauffer sa maison avec un budget carbone qu'on aura tous et puis on se débrouille comment le faire. Mais ça donne une petite liberté. Je pense que, après tout mon grand discours, c'est quand même je suis un avocat quand même d'une certaine liberté par le marché pour laisser les entreprises dans le cadre très clair d'incitations fortes pour décarboner, puis après elles vont se débrouiller elles-mêmes. Les ménages avoir un budget carbone et puis après ils vont se débrouiller. Il faut un peu réhabiliter un certain libéralisme raisonnable. Voilà. L'une des questions aussi, c'est est-ce que l'État peut participer à la fabrication de nouveaux marchés, innovation, etc. Et cette transition énergétique a besoin de nouveaux marchés. Il faut investir énormément, innover. On voit que les grands mouvements d'innovation, c'est quand même toujours l'État qui les a portés. Hein. L'Internet, il vient de la DARPA, le web, il vient du CERN, les écrans tactiles, ils ont été faits par l'État coréen. Enfin, c'est les États qui portent ces innovations. Et aujourd'hui, la question, c'est est-ce que pour cette transition énergétique, pour laquelle on a besoin d'énormément d'innovation, c'est pas aux États à organiser cette création de marché. Est-ce que quelqu'un veut répondre à cela? Yes. Je pense que, enfin, il y a tout un courant de personnes, notamment aux États-Unis, hein, qui pensent qu'on va surmonter la transition climatique avec de la technologie. Mais je pense que, enfin, faut être cohérent. Si ça doit venir des entreprises, il faut que les entreprises aient un aiguillon. Et donc, il faut une trajectoire de tarification carbone. Et c'est comme ça qu'elles vont rentabiliser leurs investissements. Et notre problème, c'est qu'on n'est pas crédible sur cette trajectoire. Et je pense que les entreprises ont besoin d'une certaine vision à 10 ans, 20 ans. Donc, d'une certaine manière, la réglementation y arrive mieux. Je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Xavier, mais en fait, on se rend compte que quand on dit en 2035, on ne vendra plus de voitures thermiques, et ça, c'est plus crédible que de dire on va augmenter la taxe carbone de tant % par an, alors que ce serait sans doute préférable du point de vue économique, de notre prospérité à tous. Donc on voit qu'on va en effet vers des solutions qui sont pas optimales, parce qu'elles finalement, soit c'est une demande sociale, soit c'est qu'on n'arrive pas à faire autrement pour cranter la transition. Bonne intervention. Je vais réagir parce que... D'abord sur la taxe carbone, moi je suis totalement d'accord avec ça. C'est évidemment dans un... Si pour des raisons quasiment d'ordre public, la transition écologique s'impose vite, soit on l'a fait par la planification, soit on l'a fait par un système d'incitation
aussi fort que possible. Après, c'est une question de dosage, de redistribution, effectivement, soit aux ménages les plus pauvres, soit d'ailleurs sous une forme de revenu universel carbone qui, de toute façon, profitera davantage aux ménages les plus pauvres parce que c'est ceux qui sont les moins émetteurs aujourd'hui de CO2. Et effectivement, ce genre de système permet ensuite à chacun d'allouer les ressources comme il l'entend, et donc normalement aux innovations de prospérer, parce que tout d'un coup, d'ailleurs on le voit, elle se met en place cette taxe carbone. Regardez les entreprises qui n'ont pas le bouclier tarifaire, elles commencent sur des petites choses à débrancher leurs enseignes lumineuses un peu partout. En fait, ça montre que l'effet prix, ça marche. Donc effectivement, ça permettrait de faire cette transition, y compris de manière rapide et brutale, ça dépend du niveau de la taxe, y compris avec ensuite une taxe aux frontières, même au niveau européen, parce qu'évidemment, Sophie, la chef d'entreprise, en parlait, ça crée une distorsion de concurrence très forte, et là, ça paraît assez évident et de rétablir pour cette raison une forme de protectionnisme dans la mesure où c'est pas fait au niveau mondial. Mais j'aimerais relever juste 3 choses que vous avez dit, parce que vous avez dit tous en des termes différents exactement la même chose. Agnès a dit, oui, mais en fait, c'est le corps social qui demande plus d'État. Sophie, la chef d'entreprise, a dit qu'elle voulait davantage d'État, qu'elle a remercié l'État de l'aider, et d'ailleurs, elle a omis de préciser que l'État français est l'un des plus généreux avec les entreprises, puisque les entreprises françaises sont à la fois les plus fiscalisées et les plus aidées. Je crois que c'est 120 ou 130 milliards d'aides par an. Donc, vous voyez, comme d'habitude, l'État tient... c'est une question de contrôle, puisqu'en fait, il donne beaucoup d'impôts d'un côté, et ensuite il donne beaucoup de dons de l'autre, et comme ça, c'est toujours lui qui reste maître du jeu. Et puis, Xavier également a dit que quand il soumettait ses propositions aux conventions citoyennes, on lui rétorquait que non, il fallait que ça passe par la réglementation et tout ça. Et je pense que vous dites en fait exactement tous les 3 mêmes choses, c'est oui, mais les Français veulent la trique, veulent l'État, veulent l'autorité, et quelque part, on est dans un cercle vicieux, parce qu'évidemment, quand l'État vous infantilise, vous vous comportez comme des enfants. Évidemment, quand vous êtes très taxé, vous demandez de plus en plus de crédits d'impôt et vous faites votre lobbying. Et donc, le problème, c'est qu'il n'y a pas de proposition politique de remise à plat. Parce qu'effectivement, là, si on dit aux gens, mais non, mais débrouillez-vous tout seul, ils vont dire, non, regardez, d'un côté, je suis très contraint, donc autant au moins avoir ce à quoi j'ai droit, et ce à quoi mon voisin n'a pas droit, ou a peut-être droit, et puis ça génère ensuite toutes sortes de frustrations et de jalousie. Et donc il n'y a pas de proposition politique de remise à plat de tout ça. Proposition claire, disant on va vous redonner beaucoup de liberté, mais évidemment avec cette liberté viennent les responsabilités, etc. Enfin, le discours classique. On ne l'entend plus. Et donc évidemment c'est difficile de convaincre les gens parce qu'on fait des conférences de temps en temps, mais il n'y a pas de mouvement politique aujourd'hui qui incarne cette aspiration, qui me semble pourtant, quand je me balade dans le territoire et quand on parle longuement aux gens, assez latente, mais qui n'est pas incarnée par une proposition et par ce qui reste dans notre démocratie la seule manière de faire des propositions, c'est-à-dire un parti politique. Le seul parti un peu libéral, c'était le parti radical, qui n'existe quasiment plus, qui n'arrête pas de scissionner, de se réconcilier, de rescissionner. Vous savez, plus les gens sont petits, plus ils scissionnent, entre valoisiens, radicaux de gauche, radicaux de droite. Bon. Alors que c'était un très grand parti de la 4ème République. Pierre Mendès France en était l'incarnation. Il plaidait pour une démocratie généralisée, pour un anti-gaullisme. Et je pense, et juste pour finir là-dessus, je pense que un des facteurs qui a vraiment cassé le libéralisme en tant que force politique en France, c'est la 5e République et l'élection du président au suffrage universel, qui est le référendum de 62, qui vous met dans une situation où il faut choisir un chef et où ce chef est censé être le sauveur suprême et avoir réponse à tout. Ce qui n'était pas du tout évident. Toute le parlementarisme français s'est construit contre l'idée du plébiscite bonapartiste. Et la 3e République fonctionnait très bien, c'était une démocratie parlementaire. Voilà. Mais dans un système présidentiel comme celui-ci, où tout repose sur un homme plus que sur un système d'idées, vous pouvez quasiment pas faire de propositions libérales. Quand Mendès France essaye de faire une plateforme libérale, enfin libérale au sens politique, en 69, en disant justement on a une autre vision du pouvoir, moins centrale, moins autoritaire, plus disséminée, etc., qui font 5% des voix, alors que c'était des grands hommes politiques de la 4e, parce que le système exige une incarnation qui a réponse à tout, qui évidemment du coup faillit sur tout, à qui on reproche tout, et puis on recommence 5 ans après. Voilà. Et donc il y a une question institutionnelle au cœur de tout ça, qui est évidemment extrêmement compliquée à poser, puisque quel président voudra scier la branche sur laquelle il est assis et qui voudra jamais mettre fin à un système présidentiel, ce qui dans l'histoire du présidentialisme ne s'est jamais fait. On n'est jamais revenu sur un système présidentiel de manière pacifique, sans guerre, sans faillite, sans barbare.
Merci Gaspard. Sophie, vous voulez dire... Après, on va passer aux questions parce qu'il y en a, en fait, j'en ai 28, donc on ne pourra pas tous les voir, mais... Bon, moi, je voulais juste vous dire qu'au-delà de sa légitimité de la Convention citoyenne pour le climat, au MEDEF, on a évalué donc les 20 premières mesures sur la loi climat et résilience. Et cette loi va quand même nous coûter à la tonne de carbone évitée, c'est 800 €, c'est soit 10 fois le prix de la tonne aujourd'hui. Donc ça va quand même... Est-ce qu'on va pouvoir payer ce prix-là? Il faut quand même se reposer la question. Et je voulais juste réagir sur Agnès, la fin des voitures thermiques dans les rêves. Je trouve ça génial, mais en réalité, ça va être très, très compliqué. À Grenoble, on a supprimé les critères 3. On va supprimer en 2025 les critères 2. Donc, ça veut dire que les camions pourront plus circuler. Parce qu'aujourd'hui, acheter des critères 1, ça veut dire que c'est des camions électriques. Un camion RE6D, ça coûte 100 000 €. Un camion électrique, c'est 300 000 €. Et puis un camion hydrogène, dans les grands rêves, c'est 900 000 €. Nous, j'en ai commandé 3 dans mon entreprise. On les attend toujours. On a 2 ans et demi encore de délai d'attente. De toute façon, on n'a pas de station hydrogène, donc c'est pas plus mal. Mais ça va être compliqué. Et 2025, c'est demain, quoi. Donc, moi, mes entreprises qui doivent rembourser aujourd'hui leur PGE, qui voient les hausses de partout, je vais leur dire, allez, demain, vous allez m'acheter des camions électriques 3 fois le prix de ce que vous avez aujourd'hui. Ils vont me dire, mais ça va pas, Madame Sido, c'est pas possible. On va pas mettre la charrue avant les bœufs. On n'a pas de solution pour supprimer le thermique demain. Donc je pense que c'est très bien, mais là encore, je vais vous donner un autre exemple aux États-Unis, où en Californie, dans mon entreprise, j'ai été aidée à 75% par l'État américain pour changer mes véhicules. Ben, je les ai tous changés, mes véhicules. Je suis passée du jour au lendemain au gaz naturel là-bas et j'ai pas fait le choix. En France, oui, je suis aidée à 5 000, avec une aide de 5 000 € par véhicule. 5 000 € sur 300 000 ou 900 000, moi j'y vais pas. Hein. Je garde mon vieux diesel qui aujourd'hui, avec les nouvelles normes du diesel, pollue quand même 75% moins. Donc ça va être compliqué de passer au sans thermique du jour au lendemain. Et puis les revenus moyens, je pense que ça va être très difficile pour eux de changer de voiture du jour au lendemain. Je sais pas, ils vont déjà avoir la rénovation thermique à faire dans leur logement, ce qui va déjà leur coûter 3 bras. Après, il va falloir qu'ils changent leur véhicule. Je ne sais pas avec quel argent de la retraite ils vont arriver à tout changer du jour au lendemain. Enfin, je pense que c'est quand même des conflits, des combats qui vont arriver, qui sont compliqués. Je ne sais pas comment on va y arriver encore une fois seul. Et je pense que là, encore une fois, l'État va devoir tous nous aider pour accélérer cette transition si vraiment on veut aller plus vite. Merci. Agnès, je vous repasse le micro. Je voudrais quand même tempérer ces comparaisons internationales. Bon, d'abord, par rapport à l'Allemagne, hein, les 200 milliards, c'est énormément d'aide aux ménages. Hein, nos boucliers, enfin, l'équivalent de nos boucliers, enfin, ils ne sont pas les mêmes, hein, mais donc ça, c'est la recapitalisation d'une grande entreprise énergétique. Donc, c'est pas des aides aux entreprises. Et l'Allemagne est en train de négocier avec la Commission européenne parce qu'il y a un cadre d'aide d'État qu'elle doit respecter. Comme tout un chacun, et pour l'instant, ils ne sont pas tout à fait dans les clous. Et ça, c'est la crise énergétique, c'est pas l'aide à la transition, c'est un peu autre chose. Et sur la transition, on a un énorme sujet avec les États-Unis, puisque les États-Unis ont une approche totalement protectionniste de la transition, en réservant donc les aides pour les camions. Ce sera uniquement si les camions sont produits aux États-Unis. Donc on a quand même un énorme sujet. Il parle de French shoring, hein, donc de se localiser chez des amis, mais visiblement, sur ce sujet, on n'est pas vraiment des amis. Merci. Oui, il y a pas mal de questions diverses. Alors, une question, par exemple, une remise à plat, est-ce que ce ne serait pas un État fédéral, une France fédérale et une Europe fédérale? Est-ce que le cadre de l'État ne doit pas être complètement changé pour redémarrer sur un bon pied? On entend que l'État doit corriger les défaillances de marché, mais personne ne parle du fait que l'État peut créer des défaillances supérieures aux défaillances de marché. Je vais en lire quelques-unes et puis après vous choisirez. Hein. Question à la présidente du MEDEF et à la chef générale de la direction du Trésor, à l'économiste en chef de la direction générale du Trésor. N'est-il pas normal que l'État français soit venu en aide aux entreprises lors de la crise du Covid, étant donné que c'est lui qui a imposé des restrictions draconiennes du jour au lendemain et empêché des millions de Français de travailler? Est-ce que c'est le rôle de l'État d'accélérer la rénovation thermique des bâtiments par des primes?
Bon, je m'arrête là. Est-ce que quelqu'un veut en choisir une? Pierre Cyril se lance. Juste une petite réaction sur ce dernier point, c'est l'État qui a empêché les gens de travailler pendant la crise du Covid. Je pense que c'est quelque chose... probablement les jeunes qui sont ici se sont dit « Ah ben c'est comme ça qu'on fait, c'est super, etc. » Mais c'est absolument stupéfiant. C'est 100 ans avant, il y a eu l'équivalent du Covid, ça s'appelait la grippe espagnole. Il y a eu 400 000 morts, la France avait 25% d'habitants en moins, de sorte que en nombre de morts par habitant, c'est vraiment très très au-dessus. Et c'est ça qui serait arrivé si on n'avait pas empêché les gens de travailler. Et qui serait mort? Eh bien, il se trouve que, étant donné ce qu'était le Covid, seraient morts toutes les personnes âgées de manière absolument massive. La grippe espagnole, c'était les jeunes, donc c'est pas forcément les personnes âgées. La grippe espagnole, c'était les jeunes. Il y a eu plein de morts parmi les jeunes. Mais là, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Bon, est-ce qu'il fallait le faire? Je ne sais pas. Il y a quand même peu de gens qui ont contesté le fait qu'on ait fait ça. Mais pourquoi est-ce qu'on a pu le faire? Parce qu'on avait une capacité d'endettement, d'une part, qui implique une structure publique extrêmement puissante. Ça ne va pas forcément de soi. Et on n'est pas sûr que ce soit toujours le cas. Et la deuxième chose, c'est qu'on avait l'information. C'est-à-dire une capacité à s'informer sur les gens pour pouvoir leur donner les montants qui correspondaient à leurs besoins, etc., à ce qu'ils gagnaient auparavant, qui est quelque chose de proprement stupéfiant. Je veux dire, jamais dans l'histoire, on a eu la capacité à faire ce genre de truc en termes administratifs. Et aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles l'État fait ça, c'est parce qu'il sait aussi qu'il a des concurrents sur le marché de l'information qui, si lui ne le fait pas, vont utiliser leur information pour faire des choses en concurrence avec lui. Donc, c'est pas forcément... Moi, je suis absolument d'accord avec l'idée que ce serait mieux d'avoir une puissance publique plus décentralisée, des associations, des organisations non gouvernementales qui soient beaucoup plus développées, etc. Et la France est particulièrement peu forte dans ces domaines-là. Mais c'est en partie parce que, voilà, on a eu jusqu'à présent, depuis la dernière guerre, on a l'habitude d'un État qui, certes, abuse parfois de sa puissance, surtout pour embêter les gens, effectivement, mais n'en abuse pas de manière très violente par rapport à ce qu'on a pu voir dans beaucoup de cas. Et comme le disait Xavier, il fut un temps où l'État envoyait l'armée pour réprimer les grévistes. Maintenant, il y a effectivement un certain nombre de blessés quand il y a des grosses manifestations, mais c'est rien par rapport à ce que ça pouvait être. Et globalement, on a une capacité à gérer des problèmes d'urgence très très supérieure à ce qu'on pouvait avoir auparavant. Oui. Peut-être un peu pour compléter sur la décentralisation, et puis ça m'amène aussi à la comparaison France-Allemagne, parce que l'Allemagne est un pays fédéral. Et en fait, pendant la crise Covid, les entreprises en Allemagne ont râlé énormément parce que les aides n'arrivaient pas. C'était beaucoup plus rapide en France, pays centralisé, qu'en Allemagne, puisque une partie de l'information est disséminée dans les Länder, et en fait, le système d'information n'est pas centralisé comme chez nous. Donc, voilà, je trouve que c'est intéressant parce qu'on a un peu tendance à penser que plus on est proche du terrain, mieux ce sera fait. Et en fait, dans le cas allemand, ce n'est pas le cas. C'est ça. Ça ne s'est pas révélé ainsi. Heureusement, elles avaient de l'épargne accumulée, elles ont pu surmonter ça et attendre les aides, mais il y a eu beaucoup ça. Et bon, plus généralement, je trouve que on dit toujours l'État comme si c'était quelqu'un d'autre, mais l'État, c'est les contribuables qui sont derrière l'État. Et donc, quand on est dans une logique d'assurance, ce qui est de plus en plus le cas et qui va être sans doute beaucoup le cas avec le réchauffement climatique, quand on est assuré contre quelque chose, on paye l'assurance, on paye une prime. Et donc là, il y a une vraie difficulté qui est qu'on est tellement haut en termes de prélèvement obligatoire qu'on ne peut pas encore ajouter une couche d'assurance et une prime d'assurance à payer pour cette couche d'assurance. Et donc, on est embêté avec cette dette parce qu'on ne peut pas augmenter les impôts pour réduire cette dette parce que les impôts sont déjà très élevés. On peut les distribuer différemment, mais globalement, ça va être... D'ailleurs, les citoyens ne le souhaitent pas. Et donc, on est face à cette contradiction d'un monde qui est plus instable, donc besoin de plus d'assurance, et on n'est pas prêt à payer cette assurance. Alors, il y a des questions qui disent on pourrait payer cela en taxant plus, évidemment, les profits, l'épargne surabondante, les riches, etc.
Déjà, sur la crise énergétique, elle nous a montré quand même à quel point l'État a failli sur le côté nucléaire. Parce que aujourd'hui, le nucléaire est à nouveau plébiscité. Il y a un an, il était au nid, on n'en voulait pas. Moi, je trouve que ces allers-retours incessants, ça nous pénalise, nous, les entreprises. On a du mal à avoir une stabilité juridique, et puis on a du mal à avoir une stabilité fiscale et puis économique, et on n'arrive pas à se projeter. Ça, c'est une première chose. Vous vouliez... Oui, les super profits. Alors, super profits. Déjà, il faut en faire des super profits. Hein. Donc, ça limite le nombre d'entreprises. Aujourd'hui, on a des super chiffres d'affaires parce que les prix ont tellement augmenté qu'on a tous des gros chiffres d'affaires. En revanche, quand on regarde les résultats, il y en a beaucoup moins. Et il y a de plus en plus d'entreprises qui perdent beaucoup d'argent. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Tout à l'heure, on avait parlé des hausses des prix. Je ne sais plus si c'était Agnès ou il fallait augmenter les hausses des prix. Aujourd'hui, quand on passe des hausses des prix, mais c'est les petites entreprises qui crèvent. Et est-ce qu'on veut tous les faire crever pour n'avoir plus que des gros? Non, ça me paraît pas être la bonne solution non plus. Les hausses des prix sont très difficiles à faire passer aujourd'hui. Moi, je vois dans mon secteur d'activité, dans le ciment, j'ai lancé une étude pour savoir qui était intéressé par les produits décarbonés. Vous allez me dire 100%, j'espère. Ben, le résultat, c'est 6%. Donc, je lance tous mes programmes d'investissement et de recherche en ce moment sur le décarboné et j'apprends que c'est 6%. Combien j'ai de clients aujourd'hui qui achètent chez moi des produits décarbonés? Là, j'ai honte, 2%. Donc, je veux bien y aller plus vite et plus fort, mais j'y arrive pas. Ouais, donc, et pour vendre ces produits décarbonés, bah, ça coûte plus cher. Ils sont plus chers. Ils sont plus chers. Oui. Donc, j'ai 6 € de plus et bah, les 6 €, ça passe pas. Donc, j'y arrive pas. Aujourd'hui, avec la hausse de l'électricité, chez moi, c'est 100 millions d'euros en plus à payer sur l'année. Bon, il faut les payer. Donc, c'est 100 millions d'euros en moins d'investissement chez moi. Donc, je ne vais pas pouvoir réaliser. Pour répercuter cette hausse des prix, j'arrive à répercuter 10%, mais là, les petits maçons, ils veulent pas payer. Donc, je n'y arrive pas. Et si je la fais passer, ben je les fais crever. Donc, c'est très compliqué de passer les hausses des prix aujourd'hui. On est obligé de les passer. Tout augmente, tous les prix augmentent, mais jusqu'à quel point le particulier va pouvoir payer ces hausses de prix. Donc, on est quand même dans une situation d'étranglement où on a du mal à trouver des solutions. Ok. Vous vouliez dire quelque chose? Oui, c'est un peu différent. C'est pour répondre à une question de décentralisation. Est-ce qu'il faut décentraliser? Est-ce qu'il faut les près des territoires, etc. Et donc, quelque part, c'est la réforme de l'État. Il faut que l'État soit plus démocratique. Donc, quel est le lieu de la démocratie locale? Bon, je vais donner deux exemples et vous allez voir que je vais aller complètement dans l'autre sens, malheureusement. Un, lié à cette question énergétique, si on se projette dans 10 ans, il faut de l'énergie pas chère, il faut investir dans le renouvelable. Ce dont on a besoin, c'est des éoliennes offshore dans la mer du Nord et l'interconnexion énergétique vers l'Europe centrale. Il faut ensuite du photovoltaïque en Espagne si possible, mais encore mieux en Afrique subsaharienne, faire des champs photovoltaïques. Le photovoltaïque a chuté de 85%, maintenant c'est extrêmement rentable, et faire une interconnexion énergétique, par exemple, vers l'Europe. Point 1. Point 2, le débat sur la COP, c'est les 100 milliards du nord vers le sud pour compenser, grosso modo, des transferts et des émissions passées liées au bilan carbone pour permettre aux pays du sud de se décarboner. Ce qu'on voit, ce dont on a besoin, et je ne vous parle pas de la coordination pour le Covid, c'est un autre sens de jusqu'où l'État. C'est qu'aujourd'hui, tout ce dont on a parlé, nos petits risques, l'État-providence, etc., là, on a été très français, mais aujourd'hui, nos risques ils débordent les frontières de nos États-providence nationaux. Ce dont on a besoin, ce n'est pas une décentralisation, c'est plutôt une centralisation internationale, une coopération pour gérer les risques internationaux. En Europe, on est en train de le faire avec l'Union européenne. C'est la première fois qu'on crée un État sans guerre, on crée un proto-État sans guerre, on centralise petit à petit, un peu malgré nous, mais regardez tout le pouvoir que prend la Commission européenne sur les aides d'État, sur le Covid, sur la santé, etc. Et c'est un enjeu, je pense, d'avoir une centralisation qui soit, je pense qu'elle est inéluctable au niveau international pour gérer la question énergétique et l'énergie pas chère. Ça demandera une coopération internationale pour gérer les risques internationaux. Et donc la question des instances démocratiques internationales, c'est ça pour moi la vraie question. Est-ce que ce sera le G7? Est-ce que ce sera l'ONU? Est-ce que ce sera... Enfin, quelles seront l'instance qui permettront une coordination pour gérer les prérogatives de l'État qui ne sont plus les prérogatives des frontières nationales,
qui sont hérités de la question sociale en grande partie. Regardez tout notre système d'assurance sociale, il est national. C'est plus le bon niveau du risque. Donc jusqu'où l'État, c'est aussi la frontière géographique de la gestion du risque. Et ça, la Commission européenne, j'arrête là-dessus parce que c'est très concret, elle a bougé depuis 2015. Avant, elle était néolibérale jusqu'à 2015, jusqu'à Barroso. Maintenant, depuis Juncker, elle investit beaucoup dans des prérogatives carrément proto-étatiques. La coordination des SMIC, une politique de santé, la transférabilité des droits. Donc, quelque part, la coordination énergétique, bien sûr. L'harmonisation des règles des aides d'État pour éviter que des États aident trop leurs entreprises. Donc, quelque part, la question centrale, pour moi, c'est pas vraiment la décentralisation. Malheureusement, encore une fois, vous voyez, je suis un décentralisateur contrarié. C'est plutôt comment on va gérer cette centralisation qui va aller croissante. Vas-y. Oui, alors j'aimerais bien me faire l'avocat, non pas de la décentralisation, parce que c'est un mot qu'on a tellement entendu, et puis c'est un concept qui a été tellement mal utilisé que je préférerais parler d'autonomie et d'autonomie locale. En plus, les maires savent bien que la décentralisation qui a été réelle, puisqu'on a délégué des compétences, en même temps on a délégué des compétences, mais on leur a dit comment les faire et où aller chercher l'argent s'ils veulent les faire. Et donc en fait, comme ils n'ont pas d'autonomie fiscale ni réglementaire, c'est une décentralisation certes des compétences, mais en fait c'est un transfert de responsabilité de l'État aux collectivités qui ne leur permet pas d'avoir une autonomie de gestion, une responsabilité démocratique vis-à-vis de leurs citoyens. Et donc, changeons de mot, parce que ce mot-là est forcément trompeur vu son historique. Et peut-être que, Xavier, on peut se réconcilier parce que, bien sûr qu'il y a des grands sujets, il y a des sujets qui doivent être traités à l'échelon supérieur, voire à l'échelon international, alors qu'ils sont aujourd'hui coincés au niveau national ou européen. Mais est-ce que l'idée qui est l'idée européenne fondamentale de subsidiarité n'est pas quand même une manière de construire un fédéralisme intelligent, et notamment d'une subsidiarité particulière? Il faut rappeler ce que c'est que la subsidiarité. C'est l'idée que les compétences varient suivant les échelons, et à chacun s'approprie les compétences qu'il peut faire à son échelle. Tout ce qui peut être fait à un échelon proche du citoyen voilà. doit être fait à cet échelon-là. Mais alors il y a un concept encore plus intéressant, je trouve, qui voit le jour, c'est celui de subsidiarité ascendante. Parce qu'aujourd'hui, la subsidiarité a été conçue de manière descendante, c'est-à-dire le centre explique ce qu'il va déléguer au local. Subsidiarité ascendante, c'est le local a, par défaut, 100% des compétences et remet les compétences dont il ne veut pas au niveau supérieur et ainsi de suite jusqu'à l'État qui récupère tout ce dont personne ne veut, ce qui est exactement son rôle. Il y a assez peu de communes qui vont dire « moi je prends l'énergie » si vous voulez. Donc ça va remonter naturellement. Et puis s'il y en a quelques-unes qui disent « non, non, nous on fait notre système à nous », eh ben qu'elles expérimentent, tant mieux. Et en fait, vous verriez apparaître ainsi, et c'est un peu quand même ce qu'on commence à apercevoir, au moins au niveau du discours sur la question de la différenciation territoriale, qui est maintenant, je crois, dans la Constitution, c'est l'idée que des gouvernances même vont varier suivant les communes ou suivant les régions. Mais pour que ça ait un sens, il faut évidemment leur donner d'abord beaucoup plus d'autonomie potentielle qu'elles n'en ont aujourd'hui. Alors on dit oui, mais ça va détruire l'unité de la nation. On a quand même un exemple de région parfaitement autonome en France, qui est l'Alsace-Moselle, qui a non seulement le système de non-laïcité que nous connaissons bien, mais qui a également son droit des assurances, son droit de l'héritage. Enfin, ça va très très loin. C'est un système complètement différent à l'intérieur même de notre pays. Ils ont beaucoup plus que ce qu'on refuse de donner aux Corses aujourd'hui. Pourtant, est-ce que les Alsaciens se sentent moins français que les autres? Est-ce qu'il y a des tensions en Alsace? Est-ce que vous entendez des grands problèmes dans l'actualité avec l'Alsace-Moselle? Pas du tout. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les identités se superposent et qu'il faut arrêter d'avoir ce réflexe jacobin de dire il faut tous être français de la même manière. On peut être alsacien et français, on va être différemment corse et français, breton et français, mais encore faut-il pour cela avoir les structures démocratiques adéquates. Et donc, je pense qu'effectivement, l'apprentissage de la démocratie devrait se faire au niveau local. Moi, j'avais été très impressionné par les Landsgemeinde que j'avais été voir en Suisse, où les citoyens délibèrent en démocratie directe, et ça marche. Ça marche parce qu'il y a un cadre institutionnel qui permet de le faire. Vous avez en Suisse des cantons, l'impôt sur le revenu varie d'un canton à l'autre. Est-ce que pour autant la Suisse est un pays en désarroi économique, sans libre circulation? Non. Donc voilà, cette subsidiarité ascendante, elle permet de construire de manière très différenciée cette délégation des compétences en partant du terrain. Certains vont dire non mais nous ça nous va très bien, on veut être complètement régi par la puissance centrale, très bien. D'autres expérimenteront différemment. Et c'est ça aussi la logique de l'ordre spontané, c'est que on verra bien les expériences qui réussissent, celles qui échouent. Les Corses veulent mettre en place un revenu universel en Corse, formidable, qu'ils essayent. Pour ça, il faut leur redonner l'impôt sur le revenu. Faisons-le.
voyez, en fait, on pourrait... Et puis, les gens se réapproprient leur territoire de manière naturelle aujourd'hui. Vous voyez bien la renaissance des langues régionales. D'ailleurs, la France est une des seuls pays non signataires de la Charte européenne sur les langues régionales, ce qui en dit long, d'ailleurs, de sa pulsion d'homogénéisation du territoire. Mais il y a, je pense, un fond historique, très fédéral, au fond. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, 40% des gens ne parlaient pas français dans les tranchées. Les vidas devaient apprendre le français pour comprendre les ordres de leurs officiers supérieurs. C'est très récent et très violent, cette uniformisation. Donc il y a tout à fait de quoi retrouver une diversité qui est quand même la chose la plus belle dans notre humanité. Merci Caspar. Agnès Benassi-Kéré, je crois que vous vouliez réagir à la subsidiarité ascendante. C'est une belle histoire, mais j'ai quand même deux problèmes fondamentaux avec cette histoire. La première, c'est que, en fait, quand on regarde dans les 10, 20 dernières années, les budgets des collectivités territoriales ont augmenté énormément, bien au-delà des transferts de compétences. L'État, non. C'est là où les budgets ont augmenté, là où l'État, au sens large, les administrations publiques ont gonflé, sont devenues ventripotentes, c'est dans les collectivités territoriales, c'est pas l'État. Mais non, je continue. Donc on peut pas le dire qu'ils sont étranglés, qu'ils peuvent pas mettre en œuvre leur politique, c'est pas... Voilà. Alors par ailleurs, ils peuvent s'endetter. Et l'autre point, c'est que j'aimerais bien croire cette histoire, mais sur le domaine du logement, par exemple, où il y a une prérogative locale, eh ben, on voit des maires qui ne veulent pas construire, qui ne veulent pas densifier. Or, la densification des villes est un point de passage obligé, de la transition écologique. Donc, voilà, j'aimerais bien croire ça. Et puis, l'opposition aux éoliennes, l'opposition aux méthanisateurs, enfin, c'est pas facile hein, de cette décentralisation ascendante, c'est ça? Non, subsidiarité ascendante. Dans la pratique, j'aimerais bien y croire, mais je vois plutôt des signes qui vont dans l'autre sens. Alors, dans les questions, il y a aussi des questions qui vont plutôt dans l'autre sens, en disant, en fait, est-ce qu'on n'a pas besoin d'un État plus autoritaire et un État qui, quelqu'un disait, régulateur face à la loi du plus fort, etc., un État qui s'impose, qui soit plus... parce qu'on a d'enjeu, un défi dans les 20 prochaines années qui demande... alors, il y a eu tout ce débat sur la dictature verte, le risque de dictature verte, etc., mais c'est vrai que il y a besoin d'une impulsion tellement forte aujourd'hui qu'on peut se demander si l'État n'est pas trop impuissant. Quelqu'un veut répondre à ces objections qu'on reçoit? Xavier? Je sais pas. Je vous donne un exemple. Moi, un truc qui m'a vraiment... c'est, on veut tous la transition écologique, mais ce qu'a dit Sophie est très juste, c'est que quand les gens doivent choisir dans l'intimité de leur portefeuille, en fait, il y a des choix concrets qui ne sont pas ceux-là. Et donc, il y a une dissonance cognitive qui fait comment, si on décentralise, parfois, ça ne se passe pas. Il y a quelque chose qui s'est passé dans l'histoire, c'est les boucheries chevalines. Moi, j'ai regardé ça, ça m'intéressait vachement. Les boucheries chevalines. Les gens avaient une valeur, on ne mange pas de cheval. Et en fait, c'est vrai qu'on a fait confiance aux gens, et les boucheries chevalines ont complètement disparu. Le marché a exprimé vraiment une préférence sociale, qui est qu'on tient le bien-être animal monte dans le débat public, et vous voyez que le marché se diffuse assez bien, et il y a une diffusion des bonnes pratiques qui seront peut-être maintenant une régulation un peu forte sur les abattoirs pour un étourdissement obligatoire de tous les animaux, qui va peut-être passer, ça coûte pas cher. Donc on voit que parfois, sur certaines préférences sociales, le marché fait bien son rôle. Et sur la... Peut-être parce qu'on, je sais pas, on s'identifie à son chien, son chat, je sais pas, mais ça marche bien. Maintenant, c'est vrai que sur la question énergétique, ça marche moins bien. Et donc là, faire confiance à la décentralisation sans un État un peu autoritaire pour fixer des cadres en disant, voilà, bon, maintenant, on ne peut plus polluer dans ces conditions, je suis un peu comme Agnès, je suis un peu dubitatif. Mais j'aimerais être convaincu, j'aimerais avoir des expressions, mais tout ce que je vois au niveau international, même on pourrait parler, bon, Bolsonaro a perdu face à Lula, Biden ça va assez bien, mais quand même il n'y a pas d'expression hyper forte d'une transition écologique qui s'exprime dans les urnes au jour d'aujourd'hui. Hein. Donc il y aura peut-être une reprise en main un peu technico-administrative pour donner des règles qui seront vaguement acceptées par la population, hein, CF les gilets jaunes. Si c'est bien fait, ce sera accepté, si c'est mal fait, il y aura des problèmes. Mais pour inciter les gens, voire contraindre les gens, malgré eux,
à aller dans le sens de l'intérêt des générations futures pour avoir une économie décarbonée. Donc malheureusement, l'État, je pense, va gagner en contrôle un peu très incitatif sur les comportements individuels pour permettre cette transition écologique. J'aimerais que ce soit différemment, mais je ne le perçois pas dans tout ce que je perçois de l'évolution socio et politique que je perçois. Alors, moi, je vais ajouter juste un petit mot. D'abord, je remercie Agnès pour la densification des villes. Malheureusement, sur la métropole de Lyon, c'est pas tellement ce qu'on voit aujourd'hui. On a de moins en moins de permis de construire, c'est de plus en plus compliqué et c'est complètement antilogique par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, évidemment, parce que s'il faut aller à l'extérieur des villes pour construire, on va consommer beaucoup plus de CO2 et c'est complètement anti-écologique. On a fait excessivement confiance ces dernières années aux ONG. On se rend quand même compte que c'est pas elles qui vont faire évoluer les choses. C'est plutôt l'effet inverse, parce que les derniers titres qu'on voit sur la COP27 avec ces mouvements Extinction Rébellion & Co, c'est assez catastrophique. Et ils nous terrorisent complètement. Et moi, j'ai peur d'être écolo avec eux aujourd'hui, parce que je me ressens pas du tout dans ces mouvements de casse qui vont casser des entreprises, les bloquer, les freiner. On a besoin, au contraire, aujourd'hui, des entreprises pour innover et avancer sur cette transition écologique. Mais quelle est la motivation des entreprises à faire ça ? La motivation, c'est de suivre le climat. Évidemment qu'on est tous conscients qu'il y a un problème aujourd'hui. Il y a un réchauffement climatique. On veut tous, évidemment, se transformer. Je sais pas vous, mais moi, mes enfants, en tous les cas, ils ne mangent plus comme moi, c'est clair. Ils mangent beaucoup moins de viande aujourd'hui. Ils font beaucoup plus attention à ce qu'ils achètent. Ils regardent les étiquettes sur les vêtements et c'est sûr qu'il y a un changement de mentalité qui s'est considérablement accéléré avec la Covid. Et nos enfants, c'est nos futurs employeurs. Donc c'est eux qu'on doit privilégier. Ils sont sur la bonne voie. Ils sont en train de nous changer complètement dans beaucoup de domaines. Néanmoins, ils vont nous faire cette transition plus rapidement parce que ils sont beaucoup plus doués informatiquement et puis ils vont aller sur le progrès, évidemment. Et c'est avec eux qu'on va la réussir, cette transition. Voilà. Alors, il y a des gens dans l'audience qui disent le problème, c'est la carte d'identité sociale. Les citoyens et le MEDEF veulent plus d'aide, plus de services, mais ils ne veulent pas payer d'impôts. Voilà. Il y a plusieurs interventions. J'en ai lu une, il y en a plusieurs. Moi aussi, je sais pas si vous voulez répondre. Moi, je veux bien ne pas payer d'impôts. Là, il n'y a pas de problème. On est tous d'accord là-dessus. Hein. Aujourd'hui, ce qui rassemble quand même tous les Français, quand on est un bobo à Paris, on dit le climat, mais quand même, ce qui rassemble tout le monde, c'est le valeur travail et c'est le salaire. Hein. On a quand même aujourd'hui une augmentation du coût de la vie et surtout, et on a besoin quand même d'avoir des augmentations de salaire pour pouvoir avancer. Alors, autre question, il y a une question sur les communs. Elinor Ostrom a montré que les citoyens pouvaient s'organiser eux-mêmes pour gérer les biens publics et les biens communs, système de réparation de l'eau communautaire par exemple. Faut-il encourager ces pratiques en France? Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui pensent que les communs est une des pistes qui pourrait permettre d'accélérer la transition écologique si on faisait plus confiance à des communautés qui géreraient des ressources ensemble. Voilà. C'est exactement le débat qui s'esquisse avec Agnès Benassi-Curé, qui dit non, il faut que ça soit... Vous voyez bien quand on laisse la responsabilité au local, ou Xavier qui dit la même chose, ça se passe mal parce que les gens ne sont pas responsables. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas responsables parce qu'ils sont dans un mauvais système d'incitation. Si on parle du budget des collectivités locales, oui, il explose souvent de manière complètement irresponsable. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas les citoyens locaux qui payent l'impôt. Parce que les villes vont récupérer... Les communes récupèrent toutes sortes de choses dans un magma d'ailleurs que plus personne ne comprend, vont demander de l'argent à l'État. Alors évidemment, comme c'est pas l'argent des citoyens qui leur font face, elles peuvent toujours, si elles en récupèrent une subvention pour faire un nouveau gymnase ou pour faire un truc, elles vont pas se priver. Donc évidemment que dans un système d'autonomie, on va aussi leur redonner une autonomie fiscale et donc ils vont avoir peut-être moins d'impôts national, mais plus d'impôts local et donc il va y avoir un dialogue démocratique sain où les gens seront exposés aux conséquences de leurs décisions collectives puisque ça sera de leur poche ou équivalent. Il peut y avoir des transferts après pour des soucis d'égalité, mais
le principe sera celui de la responsabilité fiscale. Sans responsabilité fiscale, ça ne sert à rien de parler de décentralisation et d'autonomie. Et moi, je crois beaucoup que des gens rassemblés, et ça, c'est aussi la visée, je parlais du socialisme libéral, enfin c'est ça, c'est l'idée des communautés organisées, l'idée proudhonienne, l'idée des anarchistes au fond, que c'est bien en arrivant à créer des consensus dans des communautés sur la répartition des biens qui vont différer d'une communauté à l'autre, qu'on peut faire des choix intelligents et expérimenter de manière diverse et variée. Moi, je crois beaucoup à cette histoire, évidemment, de commun, mais encore faut-il construire un système institutionnel qui le permet. Aujourd'hui, il y a des communes qui font les choses différemment, mais elles sont toujours un peu en marge de la loi. Sur un sujet qui paraît annexe, mais qui est en fait le même, sur la question de la désobéissance civile, mais moi, je ne comprends pas comment on peut dire ça. Évidemment, tous les mouvements d'égalité ou d'acquisition de droits ont commencé par de la résistance, par de la désobéissance civile. Les suffragettes anglaises dans les années 20 s'accrochaient à Westminster, comme aujourd'hui les activistes pour le climat se collent aux différents, un peu tout d'ailleurs. Alors moi je suis pas d'accord sur les tableaux, mais tout le reste je suis d'accord. Les tableaux, je vois pas ce qu'ils viennent faire. Ils choisissent les tableaux avec des vitres là-dedans. Oui, ce qui prouve d'ailleurs que c'est une génération responsable, effectivement. Mais alors maintenant il va falloir, le problème c'est que maintenant il va falloir passer des contrôles de plus en plus stricts pour aller au musée, ça va quand même gâcher un peu l'expérience. Mais je veux dire, ça fait partie justement de ce que fait la société civile elle-même, et c'est très bien. Et d'ailleurs, je suis épaté par la responsabilité de ces mouvements de désobéissance civile qui arrivent à faire pour le moment leur travail de médiatisation, de prise de conscience, etc., sans créer d'incidents majeurs, parce que c'est très organisé, qu'ils sont formés, que précisément sur les musées, ils choisissent bien les œuvres où il y a une vitre, etc. Enfin, c'est pas du tout n'importe quoi, c'est hyper bien auto-organisé. Et ça donne plutôt confiance justement dans les capacités d'auto-organisation de la société civile. Et c'est quelque part très adjacent à la question des communs. Donc bien sûr que dans un état de droit, il faut des gens qui respectent pas la loi, parce que c'est toujours été comme ça que la loi avance, c'est par les illégalismes. Agnès. Sur la question des communs, je pense que c'est des expériences extrêmement intéressantes. Je suis une grande admiratrice de Elinor Ostrom, et c'est des expériences très intéressantes, mais c'est de la gestion des externalités locales. Je ne pense pas qu'on puisse, avec les communs, avec ces initiatives locales, gérer des problèmes nationaux, voire globaux. C'était ça mon point. C'était vraiment ça mon point. Et sur les jeunes qui envoient de la soupe sur les tableaux, ce qui me pose problème, c'est comme si on était sur la question de la prise de conscience. On n'est pas sur la prise de conscience. Tout le monde a pris conscience. On est sur les solutions maintenant. Et ce que disait Xavier, hein, la disjonction entre la prise de conscience, je pense que tout le monde a bien compris, et l'action. Et au niveau de l'action, on n'y est pas du tout. Et je pense que continuer à envoyer des tomates sur les tableaux, ça n'aide pas tellement sur l'action, sur le volet action. Il ferait bien de proposer des mesures, éventuellement hors marché, hein, moi j'ai rien contre, mais des mesures pour avancer dans la solution du problème et non pas dans la prise de conscience. Je pense que la prise de conscience, elle est déjà là. Leur message, c'est pas la prise de conscience du réchauffement climatique, c'est la prise de conscience de l'inaction des gouvernements. Mais proposer des actions concrètes, c'est ça. Proposer la réduction thermique, on le fait déjà. Donc, ils proposent d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, beaucoup plus loin. Donc, il faut trouver le financement, etc. Voilà. C'est tout comme Enfin, il faut quand même des propositions un peu construites, financées, etc. Quand la justice administrative condamne l'État français pour ne pas respecter ses engagements en matière de lutte contre le réchauffement climatique, c'est bien que le contrat n'a pas été rempli par l'État. Oui, mais concrètement, on n'a pas de solution concrète aujourd'hui. Moi, ce que je voudrais juste dire sur le mot de la fin, c'est que le MEDEF que je représente aujourd'hui est convaincu qu'en effet, l'État ne peut pas continuer à s'endetter en permanence, sans fin comme ça. Mais qu'en revanche, la transition écologique, si elle doit être supportée à 100% par les entreprises, ça ne va pas être possible non plus. Alors, qui doit la financer alors? Si c'est ni la dette, ni les entreprises? Il va falloir trouver un compromis. Comme par les ménages, donc il reste les ménages. Non, notre projet Innovi, donc ça va être l'État et l'entreprise. Et c'est un peu ce qu'a dit Emmanuel Macron la semaine dernière. L'État, l'entreprise qui mettra 10, il mettra 20.
Voilà, donc si on est aidé par l'État, on y arrivera. Et enfin, la transition écologique, c'est en effet pour tout le monde et pas que pour les entreprises ou que pour les citoyens, c'est l'affaire de tous. Donc déjà, il faut, quand on sort de chez soi, ben, on éteint ses lumières, on éteint son chauffage. C'est des petites choses, mais si on les fait collectivement, eh bien oui, ça amènera, c'est un début qui amènera à une solution. Merci. Xavier, vous voulez dire quelque chose? Deux choses. Un, sur la décentralisation, encore une fois, un exemple concret, le petit problème de la décentralisation, de la responsabilisation des acteurs, c'est la concurrence fiscale. Depuis 10 ans, ce qui s'est passé, c'est que tous les pays ont augmenté leur fiscalité, je vous l'ai dit. Et si vous regardez la comparaison internationale, c'est la fiscalité du travail qui a augmenté dans tous les pays et la fiscalité du capital qui a baissé dans tous les pays à cause de la concurrence fiscale pour attirer les entreprises. Et la seule chose positive qui se passe en ce moment sur ce terrain-là, c'est l'accord de l'OCDE sur la fiscalité internationale du capital, avoir au moins 12,5 ou 15, on verra, pour éviter la concurrence fiscale. Donc la décentralisation crée aussi de la concurrence. Et la concurrence, parfois, peut avoir, du fait de la mobilité des certains facteurs, renforcer grosso modo les facteurs les plus mobiles, c'est-à-dire les entreprises internationales qui mettent les systèmes fiscaux en concurrence. Et c'était théorisé par l'Angleterre. Hein. Donc heureusement, l'Angleterre est sortie de l'Union européenne. Enfin, bon, ça reste entre nous. Donc maintenant, il y a une autre appréciation de cette notion de concurrence fiscale au niveau de l'Union européenne. Donc on aura besoin quand même de coordination pour décentraliser. Ensuite, sur le jet de soupe sur les tableaux, je n'en sais rien. Voilà, c'est tout. Je pense que c'est très compliqué. Oui, alors il y a aussi des questions, plusieurs questions sur la bonne échelle. Et effectivement, est-ce que l'échelle n'est pas déjà, est-ce que l'État n'est pas mal outillé face à ces défis? Est-ce qu'il ne faut pas accélérer ce qui est européen, ce qui est même administration européenne, pour pouvoir agir, voir quelque chose de plus global, une démocratie mondiale, etc. Donc, est-ce que vous avez... Peut-être je voudrais dire une chose sur l'échelle européenne, parce que je suis un peu surprise du manque de connaissances en France du projet européen Fit for 55, qui est un projet d'une ambition stupéfiante. C'est très très ambitieux sur la décarbonation, et je suis pas sûre, hein, quand on dit on ne fait rien. Enfin, c'est un projet, ça prend du temps à mettre en œuvre. Hein. Mais il va y avoir des changements radicaux. Hein. Il y a un deuxième marché carbone, une taxe aux frontières, enfin, ce qui n'est pas une taxe d'ailleurs, qui est un CBAM, voilà, un mécanisme d'ajustement. Très important ça, que c'est un mécanisme d'ajustement et non pas une taxe. Il y a énormément de contraintes, enfin d'objectifs extrêmement ambitieux qui sont donnés aux États. Il y a des financements. Enfin, je voulais dire qu'il y a une stratégie européenne qui est très ambitieuse. Il y a la taxation de l'aérien, il y a plein de choses. Oui, c'est vrai, Fit for 55, donc ça a été pondu l'été dernier, 14 juillet, je crois que c'est tombé la loi. Et en effet, le réveil va être douloureux pour certains parce qu'on a toute une série de réglementations et taxonomies qui vont arriver, donc à payer encore en plus, donc ça va être compliqué. Mais en effet, on attend beaucoup de crédits de l'Europe pour décarboner nos entreprises. Donc on les a pas encore, ces crédits, et on en a besoin rapidement pour agir rapidement. Mais c'est vrai que si ça arrive vite, ça sera bien. Est-ce que, Pierre-Cyril, vous n'avez rien à dire sur tous ces sujets? Sur les tableaux. Sur les tableaux. Xavier? Non, un point juste... Non, juste un tout petit point. Je pense qu'il y a, dans toute l'efficacité technocratique dont ont témoigné Agnès et Xavier, et vraiment, on en a absolument besoin. Je veux dire, même si ça paraît lourd et ça pèse sur la vie quotidienne de beaucoup de gens, etc. On a besoin de prendre ces décisions parce que les problèmes sont complexes et qu'il faut des spécialistes. Mais il y a une chose qui, à mon avis, est sous-estimée, c'est la dimension distributive, et je dirais même plutôt encore plus symbolique que distributive. C'est-à-dire que
on demande à tout le monde de faire des efforts, mais une bonne partie des gens modestes qui font des efforts, on leur dit oui, oui, on fait attention, on va vous donner un petit peu plus et vous allez faire un petit peu moins d'efforts, etc. Mais en fait, ils voient des gens qui ne font pas d'efforts ou dont ils pensent qu'ils ne font pas d'efforts parce qu'ils les voient toujours voler en jet privé, ou des choses comme ça. Et cette dimension symbolique est absolument essentielle et on ne réussira pas à juste dire vous comptez mal. C'est pas, ça ne compte pas, ça. C'est des choses, il faut qu'il y ait une capacité à montrer que, effectivement, ceux qui ont vraiment du surplus, ceux qui ont une abondance, vont prendre en charge les premiers ce choc. Et toutes les guerres, et c'est une guerre, toutes les guerres ont été payées par les riches. Parce qu'il n'y a que qui Oui, mais payent. parce qu'on a osé les taxer. Et on ne les taxe pas. En fait, soit on les taxe, si, non, mais soit on les taxe, soit on fait de l'inflation et c'est eux qui détiennent la dette. Mais de toute façon, il n'y a que les autres, ils meurent. Voilà. Bon, donc vous préconisez, qu'est-ce que vous préconisez en fait? Qu'on taxe les patrimoines, qu'on taxe les... Il faut taxer et il faut... Reprenez le micro parce que là... On a la taxe inflationniste en ce moment. Hein. Oui, ben, la taxe inflationniste, elle ne passe pas spécialement sur les très hauts revenus. Elle les touche, en partie, mais ça dépend lesquels, ça se développe. et pas forcément tous. Voilà. Alors, je voulais quand même préciser que le salaire minimum est indexé. Il a augmenté de 8% sur un an. Tous les transferts sociaux sont indexés. Les retraites sont indexées. Les salaires en moyenne en France ont augmenté moins que l'inflation cette C'est année. exactement conforme à ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'effectivement, on est technocratiquement soucieux de cela. Mais les symboles, ce n'est pas seulement des chiffres. Ah, mais je suis d'accord. Moi, Oui, Xavier. vraiment, je m'arrête là-dessus. Vraiment, regardez effectivement FIF sur 55. Si vous regardez là, je pense que la bureaucratie éclairée, appelons ça la Commission européenne, est en avance sur la question énergétique. Vraiment, c'est assez impressionnant. C'est que c'est eux qui bousculent les États, c'est eux qui bousculent les entreprises avec des règles, avec de l'argent. Ça fait quand même réfléchir sur ce dont on parlait, démocratie, etc. C'est que finalement, c'est ce truc dont on critiquait vachement, c'était loin des individus, la Commission européenne, ce truc. Finalement, c'est eux qui bousculent énormément toute l'Europe sur la question énergétique. Ça fait quand même réfléchir sur peut-être que, effectivement, ce sera la bureaucratie éclairée qui va réussir à nous emmener dans cette rénovation énergétique dont on a besoin. Mon hypothèse. Merci Xavier. Bah, écoutez, ça fait une très bonne conclusion. Merci à tout le monde d'avoir assisté à cette table ronde.